Le fils de la femme de ménage répondit à un appel d'Allemagne. Il n'avait que 12 ans. Il ne devait pas être là. Il attendait juste que sa mère termine son service. Quelques minutes plus tard, le plus grand contrat du magnat du SEO était sauvé, et cela changea tout. Sylvie rajusta ses gants pour la 3e fois avant de quitter la maison. Ce n'était pas de la nervosité sans raison. Le service supplémentaire en journée tournait toujours mal. La nuit, elle passait presque inaperçue. De jour, tout était plus exposé. Les regards, les exigences, le risque. Antoine observait sa mère en silence, assis à la petite table de la cuisine, son sac à dos posé entre ses pieds. 12 ans, trop de quiétude pour son âge. Il tenait un cahier à la couverture usée, de ceux qui n'attirent l'attention de personne et ne le voulaient pas. « C'est juste pour aujourd'hui », dit Sylvie sans regarder son fils. La femme de ménage habituelle était absente et on avait demandé un renfort. « Y a-t-il une réunion importante là-bas » Antoine hocha la tête. Il ne posa aucune question. Il avait déjà appris que les questions ne payaient pas les factures en retard. Le bâtiment de l'entreprise s'élevait, imposant, de loin. De hautes vitres, une façade miroitante. Des gens entraient pressés, comme si le temps y était plus précieux que partout ailleurs en ville. Sylvie respira profondément avant de franchir la porte tambour. À la réception, l'air conditionné était trop froid. Le gardien de sécurité demanda son badge, vérifia le nom, et ce n'est qu'alors qu'il remarqua Antoine. « Il va rester avec moi », dit Sylvie rapidement avant qu'il ne parle. L'homme fronça les sourcils. Il ne peut pas circuler. Qu'il reste dans un coin et ne touche à rien. Sylvie le remercia plus que nécessaire. Antoine ne dit pas un mot. L'ascenseur monta en silence jusqu'à l'étage des services. Quand les portes s'ouvrirent, l'ambiance était déjà différente. Des gens marchant vite, des voix tendues, des tasses de café empilées sur des tables improvisées. Ce n'était pas un jour ordinaire. Reste là. Sylvie désigna une chaise contre le mur du couloir. « Ne te lève pas. Ne parle à personne. » Antoine s'assit obéissant, posa son sac à dos sur ses genoux et ouvrit son cahier plus par habitude que par envie. Les pages étaient remplies de notes simples, de mots isolés, de quelques phrases courtes que personne ici ne reconnaîtrait. Elles étaient en allemand, la langue que grand-mère Élise lui avait enseignée depuis qu'il était petit. Sylvie poussa le chariot de nettoyage avec précaution, essayant de ne pas faire de bruit. Malgré tout, une femme en talons hauts passa rapidement et lui lança un regard dur. « Ce n'est pas l'heure du nettoyage ?» se plaignit-elle sans s'arrêter. « Excusez-moi », répondit Sylvie en baissant la tête. De l'autre côté du couloir, une grande salle vitrée attirait l'attention. À l'intérieur, des hommes et des femmes bien habillés parlaient à voix basse, mais avec urgence. L'un d'eux marchait de long en large, son téléphone portable à la main, l'expression fermée. Marc Dubois ne criait pas. Il n'en avait pas besoin. Sa présence faisait le travail pour lui. « Aujourd'hui, ça ne peut pas mal tourner », dit-il sèchement. « Si ce contrat échoue, les conséquences seront graves. » Personne ne répondit, ils se contentèrent d'acquiescer. Sylvie nettoyait le sol près de la porte fermée quand elle entendit des mots isolés s'échapper de la salle. Allemagne. Confirmation. Délai. Elle ne comprenait pas le contexte, mais elle en sentait le poids, le genre de poids qui rend l'air plus dense. Antoine écouta aussi, pas tout, juste assez pour percevoir que quelque chose de sérieux était en jeu. Il baissa de nouveau les yeux sur son cahier, passa les doigts sur un mot écrit au crayon, presque effacé, quelque chose que sa grand-mère répétait souvent à la maison avec un accent marqué et un sourire triste. Antoine ferma son cahier doucement. Le chariot de nettoyage fit un bruit plus fort en passant sur un joint du sol. « Pouvez-vous faire plus attention ?» Quelqu'un se plaignit du fond du couloir. « Oui, monsieur », répondit Sylvie, pressée. Elle sentait son corps tendu. Toute erreur là, bas semblait plus grande qu'elle ne l'était réellement. Chaque faux pas pouvait lui coûter son service ou son emploi. Un fonctionnaire sortit de la salle de réunion en parlant au téléphone, le visage rougi, et faillit percuter Antoine. Il s'arrêta en le voyant assis là. « C'est une garderie maintenant », commenta-t-il à voix haute, arrachant des rires inconfortables aux passants. Sylvie écouta, faisant semblant de ne pas. Antoine sentit son visage brûler, mais ne réagit pas. Il baissa seulement la tête. À l'intérieur de la salle, la tension augmentait. Papiers éparpillés, gens parlant en même temps, quelqu'un disant que le temps s'écoulait. Marc frappa la table une seule fois. Si personne ne résout ça, il ne sert à rien de faire de beaux discours. Le silence qui s'ensuivit fut pesant. Sylvie reçut alors une commande rapide. « Il faut que vous nettoyiez cette zone de support maintenant. Il va y avoir du mouvement là, bas. » Elle hocha la tête et poussa le chariot vers l'espace indiqué, près des salles les plus importantes. Antoine se leva de sa chaise et la suivit à quelques pas derrière, comme sa mère le lui avait appris très tôt, sans attirer l'attention, sans prendre de place. Le couloir semblait plus petit là, plus étroit, plus surveillé. L'air portait une sensation étrange, comme si quelque chose était sur le point de se produire. Antoine s'appuya contre le mur,
observant. Sylvie nettoyait rapidement, le cœur battant la chamade. Ni l'une ni l'autre ne savaient exactement quoi, mais toutes deux le sentaient. À cet étage, quelque chose d'important ne tenait qu'à un fil, et elles étaient en plein milieu, même sans être vues. L'étage des cadres semblait mal respirer ce matin-là. L'air conditionné fonctionnait, mais personne ne semblait à l'aise. Des tasses de café s'accumulaient sur les tables sans être touchées. Des écrans allumés montraient des graphiques et des chiffres que personne n'avait le temps d'analyser calmement. L'horloge au mur avançait cruellement. Marc Dubois entra dans la salle de réunion sans saluer personne, enleva sa veste, la posa sur sa chaise et appuya ses mains sur la table en verre. « On recommence », dit-il directement. « Je veux cette présentation parfaite avant l'appel. » Personne ne répondit. Ils commencèrent simplement à bouger. Une analyste ouvrit les diapositives. Un autre fonctionnaire réorganisa des documents imprimés. Un troisième ajusta le projecteur comme si cela allait résoudre quelque chose. Le problème n'était pas dans le matériel, il était dans le temps. L'entreprise allemande a déjà reporté 2 fois, continua Marc. Aujourd'hui, c'est la confirmation finale. Soit nous concluons, soit ils chercheront un autre partenaire. L'interprète a-t-il confirmé? Demanda quelqu'un avec prudence. Marc lança un regard dur. Il a dit qu'il serait disponible. Il a dit, n'était pas il est. Tout le savait, mais personne n'osa le dire à voix haute. Devant la salle, Sylvie nettoyait le sol avec des mouvements rapides. Le chariot grinçait doucement, mais cela semblait trop fort dans cette ambiance tendue. Elle passait le chiffon et feignait de ne pas écouter, mais les voix traversaient le verre. La marge est-elle correcte? Si l'on remet en question la clause, nous sommes exposés. Le service juridique a déjà revu cela. Sylvie ne comprenait pas les termes, mais elle reconnaissait le ton. C'était le même ton que quand l'argent manquait, que quand le mauvais choix coûtait cher. Antoine observait de loin. Appuyé contre le mur, il sentait que ce n'était pas un jour ordinaire. Les gens là-bas ne parlaient pas fort, mais ils parlaient avec urgence, comme si tout retard pouvait faire s'écrouler quelque chose de trop grand pour être reconstruit. Un fonctionnaire sortit de la salle pressé, le portable à l'oreille. « Je n'en ai pas besoin maintenant », dit-il en essayant de contrôler sa voix. « C'est aujourd'hui, pas après », raccrocha-t-il frustré et retourna à l'intérieur. L'interprète ne répond pas, informa-t-il à voix basse, mais suffisamment audible. Marc ferma les yeux une seconde, une seule. Quand il les rouvrit, l'expression était encore plus dure. « Le motif ne m'intéresse pas », dit-il. « Trouvez quelqu'un, on peut essayer le service externalisé », suggéra une femme assise au fond. « J'ai déjà essayé », répondit un autre. « La centrale est hors service. » Un silence inconfortable s'installa. « Alors, improvisez », dit Marc. « Vous saviez depuis la semaine dernière que cet appel allait avoir lieu. Nous parlons anglais », tenta quelqu'un. Marc inclina la tête impatient. Ils ne veulent pas d'anglais. Ils veulent de la clarté et ils la veulent en allemand. Du couloir, Sylvie s'éloigna un peu de la porte. Elle ne voulait pas paraître curieuse, elle ne voulait pas paraître présente, elle avait juste besoin de finir son travail. « Vous faites trop de bruit », se plaignit un homme en passant devant elle, désignant le chariot. « Excusez-moi », dit Sylvie une fois de plus. Antoine serra les poings dans son sac à dos. Il ne dit rien. Dans la salle, la tension augmentait à mesure que le temps passait. Quelqu'un ouvrit un courrier récent et lut à voix haute, traduisant à la volée. Ils disent qu'ils doivent confirmer aujourd'hui, sinon ils clôturent le processus. Marc s'appuya de nouveau sur la table. « Écoutez bien », dit-il d'une voix ferme. « Si ce contrat échoue, ce ne sera pas qu'un chiffre dans le rapport. Il y aura des coupes, il y aura des conséquences. » Personne ne bougea. « Je ne le répéterai pas », ajouta-t-il. Dehors, Sylvie sentit son estomac se serrer. Cette phrase n'était pas dite pour elle, mais elle la frappait tout autant. Coupe, conséquences, des mots qu'elle connaissait trop bien. Un fonctionnaire passa en courant dans le couloir, faillit heurter Antoine. Il ne s'excusa même pas. Le jeune garçon se recroquevilla un peu plus contre le mur. « Maman » appela-t-il doucement. « Pas maintenant » répondit Sylvie sans regarder. Antoine ouvrit son cahier lentement, non pour étudier, juste pour se calmer. Il parcourut des yeux quelques mots écrits à la main, souvenirs d'après-midi passés chez grand-mère. Des sons familiers, des intonations qui ne collaient pas avec ce bâtiment, mais qui insistaient à exister. Dans la salle, quelqu'un testa le haut-parleur du téléphone. Le son résonna dans le couloir pendant quelques secondes avant d'être éteint. « Quand ils appelleront, quelqu'un devra répondre », dit Marc. « Et vite ? Mais qui ?» demanda l'analyste, tendu. Marc respira profondément. « Je ne sais pas », répondit-il, « mais quelqu'un devra résoudre ça. » Dehors, Sylvie continua de pousser le chariot. Antoine se leva et la suivit en silence. Le couloir semblait encore plus étroit là, plus silencieux, comme si le bâtiment entier attendait que quelque chose se produise. Antoine s'arrêta près du mur, serrant son sac à dos. Son cœur battait vite, sans qu'il sache exactement pourquoi. À l'intérieur de la salle, Marc regarda l'horloge. « Ils vont appeler d'un moment à l'autre »,
dit-il. Personne ne répondit. Le problème était là, et personne ne semblait prêt à le résoudre. Le son du téléphone coupa l'air de la salle comme une alarme. Il n'était pas fort, mais il était insistant. Un son sec, répétitif, que personne ne semblait vouloir entendre. Tous se regardèrent en même temps. Marc Dubois fut le premier à réagir. « Répondez », dit-il, sans élever la voix. Personne ne bougea. Le téléphone sonna de nouveau. Une analyste tendit la main avec hésitation, comme si l'appareil pouvait mordre. Elle le porta à l'oreille, écouta pendant 2 secondes et pâlit. « C'est de l'allemand », dit-elle en couvrant le microphone. « Il parle déjà ». Marc ferma les yeux un instant. Quand il les rouvrit, il était visiblement plus tendu. « Passez-le à quelqu'un », ordonna-t-il. L'analyste se tourna vers ses collègues, presque suppliante. « Quelqu'un ici comprend ?»« Silence, je reconnais quelques mots », risqua un homme. « Mais je ne peux pas répondre. » Le téléphone restait ouvert. De l'autre côté, la voix parlait vite, sans patience. « Raccrochez », suggéra quelqu'un paniqué. Marc frappa la main sur la table. « Non », dit-il. « Si nous raccrochons, c'est fini. » Dans le couloir, Sylvie poussait le chariot de nettoyage vers la zone de support indiquée quelques minutes plus tôt. Elle essayait de bouger vite, mais la nervosité la gênait. Chaque pas semblait décalé par rapport à ce lieu. Antoine marchait quelques pas derrière, comme toujours. Il observait plus qu'il ne marchait. Le son de la voix traversa le verre de la salle et parvint étouffé au couloir. Il n'était pas possible de tout comprendre, mais le ton était clair, irrité, fatigué, définitif. Antoine ralentit le pas. La fonctionnaire reparla maintenant en français, avec le téléphone toujours à l'oreille. « Il demande quelque chose que je n'arrive pas à comprendre clairement », dit-elle presque en chuchotant. « Il demande « Qu'est-ce qui manque exactement pour le contrat ?» dit Marc sèchement. Elle essaya. « Excusez-moi », commença-t-elle en anglais. La réponse fut immédiate, plus dure. Elle éloigna le téléphone de son oreille. « Il a dit quelque chose comme quoi il ne veut pas d'anglais », expliqua-t-elle. Marc passa la main sur son visage et demanda l'interprète, même s'il connaissait déjà la réponse. « Il ne répond toujours pas », répondit quelqu'un. La fonctionnaire tenta de maintenir l'appel en vie, répétant des phrases vagues demandant un moment. Pendant que les secondes s'écoulaient dans le couloir, Antoine s'arrêta complètement. Le son de la voix de l'autre côté venait maintenant du haut-parleur improvisé, activé involontairement lorsque la fonctionnaire tenta de changer un réglage. Antoine comprit une phrase entière, puis une autre. Son cœur s'accéléra. « Maman !» appela-t-il doucement. Sylvie se retourna immédiatement, effrayée. « Pas maintenant, Antoine !» Mais le garçon ne regardait pas sa mère, il regardait vers la salle de réunion. « Il dit qu'il va raccrocher », murmura-t-il, sans se rendre compte qu'il parlait plus fort qu'il ne le voulait. Sylvie sentit le sol se dérober sous ses pieds. « Antoine, tais-toi », chuchota-t-elle presque paniquée, mais quelqu'un de la salle écouta. « Quoi ?» demanda un des cadres, en ouvrant la porte vitrée. « Qui a dit ça ?» Antoine déglutit, sentit tous les regards tomber sur lui d'un coup. « C'est lui ?» demanda un autre en fronçant les sourcils. « Le fils de la femme de ménage. » Sylvie lâcha le chiffon dans le chariot. « Excusez-moi », dit-elle rapidement. « Il ne sait pas ce qu'il dit. »« Si je sais », répondit Antoine d'une voix ténue. « Il a dit qu'il allait raccrocher. » Le silence qui se forma fut différent de tous les autres ce jour-là. Ce n'était pas de la tension, c'était de l'étrangeté. Marc s'approcha de la porte, observant le garçon comme s'il n'avait pas été là avant. « Tu comprends l'allemand » demanda-t-il directement. Antoine hésita, regarda sa mère. Sylvie était pâle. « Un peu », répondit-il. « Je l'ai appris avec ma grand-mère. »« Ce n'est pas un jeu », dit un cadre. « Nous parlons d'un contrat de plusieurs millions. »« Je sais », répondit Antoine en baissant les yeux. « C'est pour ça que j'ai parlé. » Le téléphone était toujours ouvert. La voix de l'autre côté répétait quelque chose avec une impatience croissante. La fonctionnaire tenait l'appareil des 2 mains sans savoir quoi faire. « Réponds à ça », dit Marc soudainement. Ce n'était pas une demande gentille, c'était un ordre fatigué. La fonctionnaire tendit le téléphone dans sa direction, mais Marc ne le prit pas. Il regarda Antoine. « Tu as dit que tu comprenais. Parle. » « Qu'est-ce qu'il dit maintenant ?» Antoine respira profondément. « Il demande s'il y a quelqu'un qui parle allemand, » répondit-il. « Et sinon, il va raccrocher. » L'un des cadres laissa échapper un rire nerveux. « C'est absurde. » Marc ne rit pas. Le téléphone fit un petit déclic de l'autre côté. L'appel menaçait de se couper. Antoine fit un pas en avant sans s'en rendre compte. « Puis-je répondre ?» dit-il. « Non », répondit quelqu'un immédiatement. « C'est une affaire d'adulte. C'est un enfant, » dit un autre. « C'est de la folie. » Sylvie sentit ses jambes trembler. « Antoine, viens ici », demanda-t-elle presque en pleurant. Mais le téléphone sonna de nouveau. « Un coup ravi. Dernière chance », dit la voix de l'autre côté, maintenant audible même pour ceux qui ne comprenaient pas l'allemand. Antoine reconnut les mots, le ton, la décision. Il regarda Marc. « Il va raccrocher », dit-il maintenant.
Marc regarda le garçon pendant 2 secondes trop longues. Puis il regarda autour de lui. Il vit une salle remplie d'adultes préparés, bien payés, incapables de répondre. « Laissez-le parler », dit finalement Marc. « Si ça tourne mal, la responsabilité est la mienne », coupa-t-il. « Mais si nous raccrochons maintenant, c'est fini de toute façon. » La fonctionnaire approcha le téléphone d'Antoine, main tremblante. Le couloir semblait trop petit pour cette décision. Antoine ferma les yeux 1 seconde. Il se rappela sa grand-mère, la façon dont elle corrigeait sa prononciation avec patience. Il ouvrit les yeux. « Bonjour », dit-il en allemand, presque parfait, avec une voix trop ferme pour un enfant de 12 ans. Tous se figèrent, et le silence qui suivit n'était plus de la peur, c'était du choc. La première réponse d'Antoine ne fut pas rapide. Elle fut prudente. « Bonjour », répéta-t-il maintenant un peu plus fermement. « Un instant, s'il vous plaît. » La voix de l'autre côté de la ligne s'arrêta. À l'intérieur de la salle, personne ne bougea. Il n'y eut ni célébration, ni étonnement audible. Juste ce silence inconfortable qui survient quand quelque chose d'inattendu se produit et que personne ne sait comment réagir. Marc observait le garçon avec attention. Il n'y avait pas d'émotion sur son visage. Il y avait du calcul, de l'évaluation. Il savait que c'était le genre de moment qui pouvait tout résoudre ou tout empirer définitivement. « Demande ce qu'ils ont besoin maintenant », dit-il doucement, presque comme s'il ne voulait pas être entendu. Antoine hocha légèrement la tête. Il ne regarda pas en arrière, ne chercha pas sa mère. Le téléphone tremblait un peu dans sa main, mais il garda la voix stable. « Qu'est-ce qui est encore nécessaire pour la confirmation ?» demanda-t-il en allemand. La réponse fut trop longue. Antoine fronça les sourcils un instant, non pas parce qu'il ne comprenait pas, mais parce qu'il devait organiser mentalement ce qu'il entendait. C'étaient des termes plus techniques qu'il n'y était habitué. Il respira profondément. Il dit qu'il a besoin de confirmer 2 points, traduisit-il. Un délai et une clause de responsabilité. Un murmure parcourut la salle. « Quelle clause ?» demanda un cadre, ouvrant déjà un document. Antoine retourna au téléphone et demanda avec précaution. L'homme répondit plus vite maintenant, moins agressif, toujours impatient, mais attentif. Antoine écouta jusqu'à la fin. « C'est à propos d'un retard de livraison », expliqua-t-il. « Ils veulent une garantie formelle écrite, encore aujourd'hui. » Marc fit un geste rapide de la main. « Dis-lui que le service juridique est déjà en train d'ajuster cela et que nous enverrons le courriel dans quelques minutes. » Antoine hocha la tête. Mais il hésita avant de répéter. Quelque chose dans la phrase devait être ajusté. Il le savait. « Attends », dit-il doucement. « Si je dis ça, ça sonne comme une promesse vague. » Marc le regarda fixement. « Alors, comment le dirais-tu » Antoine réfléchit 2 secondes. « Je dirais que le document est déjà en révision finale et que l'envoi est programmé, » répondit-il. « Pas que nous allons essayer. » Marc hocha lentement la tête. « Ça a du sens. » Antoine retourna au téléphone. La réponse fut plus courte. Cette fois, le ton de l'autre côté avait changé. Ce n'était plus une menace, c'était une négociation. Antoine détendit un peu ses épaules sans s'en rendre compte. « Il veut savoir qui parle », traduisit-il. L'un des cadres laissa échapper un rire nerveux. « Dis-lui que c'est », commença quelqu'un. Marc l'interrompit. « Dis ton prénom. » Antoine déglutit. « Mon nom est Antoine », dit-il. Il y eut une pause. La réponse fut plus douce qu'avant. « Il a demandé si je suis le responsable de la négociation », traduisit-il, confus. Marc s'approcha d'un pas. « Dis que tu assistes l'équipe responsable », orienta-t-il. Antoine répéta en choisissant bien les mots. L'homme répondit avec quelque chose qu'il ne comprit pas immédiatement. Un mot lui échappa. Il ferma les yeux 1 seconde. « Pouvez-vous répéter, s'il vous plaît ?» demanda-t-il en allemand. « Un peu plus lentement. » La salle entière retint son souffle. La répétition fut plus claire. Antoine comprit. « Il veut le nom de celui qui signe le contrat », dit-il en regardant Marc. « Moi », répondit celui-ci sans hésiter. Antoine informa. La conversation se poursuivit quelques minutes encore. Elles ne furent pas longues, mais semblèrent éternelles pour ceux qui regardaient de l'extérieur. Antoine ne fit pas de discours, n'essaya pas d'impressionner. Il se contenta de répondre, de traduire, de confirmer. À un certain moment, il faillit se tromper sur un terme juridique. Il s'arrêta au milieu de la phrase. « Attends », dit-il à voix basse, couvrant le microphone de sa main. « Cette partie, confirmez-la moi. » Un avocat s'approcha rapidement, montra sur le document. « C'est bien ça. » Antoine hocha la tête et reprit. De l'autre côté de la ligne, l'homme respira profondément. « Antoine », il l'entendit clairement. « Il a dit qu'il allait attendre le courriel », traduisit-il, et que s'il le reçoit aujourd'hui, le processus continue. Marc fit un signe au service juridique. Maintenant, la dernière phrase d'Antoine fut calme. « Nous confirmerons par écrit dans quelques minutes. Nous vous remercions de votre patience. » Il éloigna le téléphone de son oreille. Le clic sec de l'appel terminé résonna plus fort qu'il n'aurait dû. Pendant quelques secondes,
Personne ne dit rien. Il n'y eut pas d'applaudissements, pas de célébration, juste des personnes se regardant, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. « Qui est cet enfant » murmura quelqu'un presque sans voix. Antoine sentit le poids du silence tomber sur lui. Le téléphone était toujours dans sa main. Il le rendit à la fonctionnaire avec précaution, comme si c'était quelque chose de trop fragile. « Puis-je partir » demanda-t-il doucement. Sylvie fit immédiatement un pas en avant. « Nous partons déjà » dit-elle pressée, la voix tremblante. Marc leva la main. « Un instant » demanda-t-il. Sylvie se figea. Marc regarda de nouveau Antoine. Maintenant, il n'y avait plus de calcul. Il y avait quelque chose de plus difficile à définir. « Tu as dit que tu avais appris avec ta grand-mère » commenta Marc. Antoine hocha la tête. « Oui, monsieur. Je veux mieux comprendre ça » dit-il ensuite en choisissant ses mots. Antoine hocha la tête sans savoir si c'était bon ou mauvais. Devant la salle, le service juridique tapait déjà frénétiquement. Le contrat n'était pas encore conclu, mais il n'était pas perdu, et tous le savaient. Rien ne serait plus pareil après ce moment. Le soleil n'entrait plus avec la même force par les fenêtres quand Sylvie termina le dernier couloir. Le bâtiment était plus silencieux. La course du matin était derrière eux, remplacée par une fatigue contenue de celles qui viennent après une tension prolongée. Antoine était assis sur une des chaises de la zone de support, serrant son sac à dos contre sa poitrine. Il ne disait rien. Depuis qu'ils étaient sortis de la salle de réunion, personne n'avait dit exactement ce qui allait se passer. Ils savaient seulement qu'on ne les avait pas encore renvoyés. « Tu vas bien » demanda Sylvie à voix basse en rangeant le chiffon dans le chariot. Antoine hocha la tête sans grande conviction. « Je vais bien ». En réalité, il ne savait pas comment le dire. Son corps était là, mais sa tête était toujours prise dans ce moment où tous les adultes s'étaient arrêtés pour l'écouter. Il n'aimait pas cette sensation. Il n'aimait pas être le centre d'attention, encore moins dans cet endroit. Un assistant apparut quelques minutes plus tard. « Monsieur Marc a demandé que vous attendiez », dit-il d'un ton neutre. « Il vous appellera. » Sylvie sentit son estomac se nouer. « Maintenant » demanda-t-elle à peine. L'homme s'éloigna sans attendre de réponse. Sylvie s'assit à côté de son fils, passa sa main dans ses cheveux dans un geste automatique, essayant de se calmer elle-même plus que l'enfant. « Que Dieu nous aide » murmura-t-elle. Antoine ne répondit pas. Il pensait à sa grand-mère, à la façon dont elle disait que quand on fait quelque chose de bien, on ne comprend pas toujours pourquoi sur le moment, mais on comprend après. Presque une heure passa avant que le même assistant ne revienne. « Vous pouvez entrer ». Le bureau de Marc Dubois était plus petit qu'Antoine ne l'avait imaginé. Il n'avait rien de grandiose. Un bureau trop ordonné, 2 chaises devant, une fenêtre avec vue sur la ville, un espace fonctionnel, froid, mais pas hostile. Marc était sans sa veste, les manches de sa chemise retroussées. Il semblait plus fatigué que puissant. « Vous pouvez vous asseoir », dit-il en désignant les chaises. Sylvie s'assit avec précaution, comme si elle occupait une place qui ne lui appartenait pas. Antoine s'assit à ses côtés, gardant les mains sur son sac à dos. Pendant quelques secondes, personne ne dit rien. « J'ai dit tout à l'heure que je voulais mieux comprendre », commença Marc, rompant le silence. « Et je veux toujours, non pas pour reprocher, mais pour comprendre. » Sylvie serra les doigts. « Nous ne voulions pas causer de problème, » dit-elle rapidement. « Je sais que je ne devais pas amener mon fils, mais ce n'était que pour aujourd'hui. C'était une faveur que j'ai demandée. » Marc leva la main pour l'interrompre. « Ce n'est pas de ça qu'il s'agit, » dit-il. « C'est passé. » Il reporta son regard sur Antoine. « Tu sembles très jeune pour porter ce genre de responsabilité, » commenta-t-il. Antoine haussa les épaules. « Je ne voulais pas de responsabilité, » répondit-il. « Je ne voulais juste pas que ça tourne mal. » Marc hocha lentement la tête. « Tu as parlé de ta grand-mère, » dit-il. « Raconte-moi calmement. » Antoine respira profondément. Il n'aimait pas parler de cette partie de sa vie à des étrangers. Mais quelque chose dans son ton n'était pas invasif, c'était attentif. « Elle est venue d'Allemagne quand elle était jeune, » commença-t-il. « Elle s'est mariée ici, mais ne s'est jamais sentie vraiment d'ici. » Sylvie observait en silence. Cette histoire n'était pas nouvelle, mais entendre son fils la raconter lui donnait une autre dimension. Elle disait que si elle cessait de parler allemand, elle disparaîtrait, continua Antoine. Alors elle me parlait tout le temps de choses simples, de la journée, de la nostalgie. Marc écoutait sans interrompre. Je restais avec elle presque toutes les nuits, dit Antoine. Ma maman travaillait, nous dînions ensemble, elle m'enseignait des mots comme on enseigne l'affection. Antoine hésita un instant avant de continuer. Quand elle est tombée malade, elle n'a plus quitté la maison, dit-il. Mais elle a continué à me parler, même fatiguée, même faible. Sylvie déglutit. C'est elle qui est restée quand le père d'Antoine est parti, compléta-t-elle. Nous nous sommes soutenus comme nous pouvions. Marc détourna le regard vers la fenêtre un instant. Est-elle toujours en vie ? Demanda-t-il. Non, répondit Antoine d'une voix ténue. Il y a 2 ans. Le silence qui suivit n'était pas inconfortable. Il était respectueux. Alors, dit Marc, le regardant de nouveau, tu n'as pas appris l'allemand pour l'utiliser. Tu l'as appris pour ne pas perdre quelqu'un. Antoine hocha la tête. Je crois que oui.
Marc respira profondément, croisa les mains sur le bureau. Aujourd'hui, tout le monde dans cette salle était préparé, dit-il. Diplôme, poste, expérience, et pourtant, personne n'a pu résoudre. Il fit une pause. Tu as pu, parce que tu as écouté avant, pendant longtemps. Sylvie sentit ses yeux s'embuer, mais ne dit rien. Je ne crois pas aux coïncidences, continua Marc. Je crois au contexte et votre contexte est difficile. Il se pencha en arrière sur sa chaise. J'ai encore des choses à finir aujourd'hui, dit-il. Mais je veux clarifier une chose. Sylvie se raidit. Ce qui s'est passé ne sera pas ignoré, affirma-t-il. Pas comme une faveur, pas comme une charité. Antoine serra la bandoulière de son sac à dos. Je ne veux rien, dit-il rapidement. Marc sourit légèrement. Pas un sourire facile, un sourire fatigué. Je sais, répondit-il. Et c'est justement pour ça que je veux réfléchir calmement à la suite. Il se leva. Demain ou après-demain, je vous rappelle, dit-il sans hâte, sans effroi. Sylvie se leva aussi, incertaine. Merci de ne pas, commença-t-elle sans savoir comment finir. Devoir, compléta-t-il. Elle hocha la tête. Marc ouvrit la porte. Parfois, dit-il, on ne se rend compte de ce qu'on a que quand on a failli le perdre. Dans le couloir, Sylvie et Antoine marchèrent ensemble en silence. Le bâtiment semblait autre maintenant, pas moins froid, mais différent. « Maman », dit Antoine déjà près de l'ascenseur. « J'ai bien fait ?» Sylvie s'arrêta. Elle regarda son fils avec fermeté. « Tu as bien fait », répondit-elle, « même si rien d'autre ne se passe. » Antoine respira profondément. Il ne savait pas ce qui viendrait ensuite. Mais pour la première fois depuis ce matin, il n'avait plus peur de ce qu'il avait fait. Le lendemain matin, l'entreprise se réveilla différente. Pas plus calme, juste moins chaotique. La crise n'avait pas été oubliée, mais elle avait été contenue. Le contrat allemand exigeait encore des ajustements, des révisions, des signatures. Rien n'était officiellement conclu. Malgré tout, personne ne parlait plus d'effondrement. Marc Dubois arriva tôt, avant la plupart. Il entra dans le bâtiment sans long salut comme il le faisait toujours, mais quelque chose en lui était hors du commun. Ce n'était pas de l'anxiété, c'était de l'inconfort. Il passa directement par la réception et monta à son bureau. Il sortit son portable de sa poche et relut le courriel envoyé la veille. La confirmation des partenaires allemands était objective, sans éloge, sans enthousiasme, juste professionnelle. C'était ainsi dans le monde réel, ça a toujours été ainsi. Malgré tout, Marc ne pouvait pas se sortir une image de la tête. Un enfant assis dans un couloir, tenant un vieux sac à dos, tandis que des adultes bien préparés se bloquaient face à un problème trop simple pour être ignoré. Il ferma son ordinateur portable plus fort qu'il ne le voulait. Peu après, il appela le service juridique, demanda le rapport, vérifia les détails, confirma que tout était fait dans les délais. Quand il eut fini, il appuya ses coudes sur le bureau et resta là, immobile quelques secondes. Ce n'était pas courant pour lui. Sylvie arriva à son service supplémentaire à son heure habituelle. Elle ne commenta rien avec personne. Elle enfila son uniforme, prit le chariot et commença son travail comme si rien ne s'était passé. C'était ainsi qu'elle survivait, sans créer d'attente, mais les regards avaient changé. Une fonctionnaire la salua d'un hochement de tête. Un homme lui fit de la place dans le couloir sans se plaindre. De petits gestes, rien d'explicite, mais différent. Sylvie le remarqua. Elle fit semblant de ne pas le remarquer. Antoine n'était pas là ce jour-là. L'école avait repris. Le cahier était maintenant sur un simple pupitre dans une salle de classe ordinaire, tandis que sa mère traversait des couloirs qui, jusqu'à hier, semblaient inaccessibles. En milieu de matinée, Marc sortit de son bureau et traversa l'étage. Il n'annonça pas sa présence, il observa simplement. Il vit des fonctionnaires concentrés, d'autres tendus, certains indifférents. Il passa par la zone de support, où la veille Sylvie poussait le chariot avec trop de hâte. Il s'arrêta là un instant. « Sylvie » appela-t-il. Elle se retourna immédiatement, le cœur s'accélérant. « Oui, monsieur » Marc remarqua le réflexe. Ce n'était pas du respect, c'était une peur entraînée. « Pouvez-vous venir avec moi 1 minute » demanda-t-il. Sylvie hésita juste le temps de lâcher le chiffon. Bien sûr, ils marchèrent jusqu'à une petite salle éloignée de la zone principale. Ce n'était pas une salle de réunion, c'était presque un bureau secondaire peu utilisé. « Asseyez-vous » dit Marc en désignant la chaise. Sylvie s'assit avec précaution. « Je ne vais pas prendre beaucoup de votre temps » commença-t-il. « J'ai juste besoin de clarifier certaines choses. » Elle resta silencieuse. « Hier » dit Marc. « Vous vous êtes excusé plusieurs fois avant que quelqu'un ne dise quoi que ce soit. » Sylvie serra les mains sur ses genoux. « C'est l'habitude » répondit-elle. « On apprend à anticiper. » Marc resta silencieux quelques secondes. « Pourquoi avez-vous amené votre fils » demanda-t-il sans rudesse. Sylvie respira profondément. « Parce que je n'avais pas le choix » répondit-elle. L'école était fermée. J'avais besoin du service supplémentaire et j'avais besoin de garder mon emploi. Marc hocha lentement la tête. Vous saviez que cela pouvait vous coûter votre travail.
Je sais, dit-elle, mais parfois le risque existe déjà, même si on ne le choisit pas. La réponse resta en suspens. Vous n'avez jamais parlé de ce que votre fils sait, commenta Marc. Je n'ai jamais pensé que ça importait, répondit Sylvie. Pas pour ce genre d'endroit. Marc appuya son dos contre la chaise. Ce genre d'endroit, répéta-t-il. C'est ce qui me dérange. Il se pencha un peu en avant. Hier, une salle pleine de professionnels s'est bloquée, dit-il. Non par incompétence, mais par structure, par habitude, par le fait d'assumer que certaines ressources viennent toujours des mêmes endroits. Sylvie ne répondit pas. Votre fils n'a pas sauvé un contrat, continua Marc. Il a sauvé une conversation parce qu'il a écouté avant, parce qu'il n'a pas eu peur de paraître petit. Sylvie sentit ses yeux s'embraser, mais elle garda sa posture. Ce n'était pas de la chance, dit-il. C'était du caractère et de l'attention. Marc se leva. Je ne vais pas faire semblant que cela n'est pas arrivé, affirma-t-il. Et je ne vais pas non plus en faire un spectacle. Il marcha jusqu'à la porte, puis se retourna vers elle. Je sais que je l'ai déjà dit, mais je veux que vous et votre fils reveniez ici un autre jour, calmement, en dehors des heures de service, pour discuter. L'estomac de Sylvie se contracta. Si c'est pour, commença-t-elle. Ce n'est pas un licenciement, coupa-t-il, ni un avertissement. Elle le regarda avec méfiance. J'ai besoin de réfléchir, continua Marc. Et vous avez besoin de comprendre ce que cela signifie. Sylvie se leva. Merci de m'avoir appelé, dit-elle sans savoir si c'était bon ou mauvais. Marc ouvrit la porte. Parfois, dit-il, l'entreprise a besoin d'être confrontée pour se rappeler qui en fait partie. Sylvie sortit de la salle le cœur lourd, mais différent. Pas soulagée, pas pleine d'espoir, juste attentive. À la fin de son service, elle appela Antoine. « Il veut nous parler de nouveau ?» dit-elle. « C'est une bonne chose ?» demanda son fils de l'autre côté. Sylvie regarda le bâtiment avant de répondre. « Je ne sais pas encore » dit-elle. « Mais c'est une chose sérieuse. » Antoine resta silencieux quelques secondes. « Alors, d'accord » répondit-il. « On y va ensemble. » Sylvie raccrocha et respira profondément. Certaines portes ne s'ouvrent pas d'un coup. Elles craquent d'abord. Et Marc le savait. S'il ignorait ce craquement, il ne sauverait pas un contrat. Il perdrait quelque chose de bien plus grand. Marc ne fixa pas la conversation pour le lendemain. Il ne laissa pas non plus passer trop de temps. Il attendit juste assez pour que la poussière retombe, mais pas trop pour que cela ressemble à un oubli. 3 jours plus tard, il demanda à ce qu'on contacte Sylvie. « Monsieur Marc souhaiterait vous parler, à vous et à votre fils », dit la voix de l'autre côté de la ligne. « Cela peut être demain après-midi. » Sylvie raccrocha avec l'étrange sensation de marcher en terrain instable. Ce n'était pas une convocation formelle, pas non plus une gentillesse. C'était quelque chose entre les deux, et cela la mettait en alerte. Le lendemain, elle arriva plus tôt que convenu. Elle portait les mêmes vêtements simples que d'habitude, mais avait passé plus de temps que d'habitude à les choisir. Antoine marchait à ses côtés, son sac à dos sur le dos, l'expression fermée. Il n'avait pas peur, il était méfiant. Ils furent conduits dans une salle plus petite, loin des zones de réunion et des couloirs les plus fréquentés. Un espace neutre avec une table simple, 3 chaises et une fenêtre latérale. Marc était déjà là quand ils entrèrent. « Merci d'être venu », dit-il en se levant. « Vous pouvez vous asseoir. » Il n'y avait pas de formalité exagérée, pas non plus d'intimité, juste de la clarté. Marc attendit qu'il s'installe avant de continuer. « J'ai beaucoup réfléchi depuis ce jour, non seulement au contrat, mais à ce qui s'est passé autour de lui. » Sylvie garda les mains croisées sur ses genoux. Antoine regardait la table. « Ce que votre fils a fait n'était pas commun, dit-il. Mais ce n'était pas non plus un miracle, c'était une conséquence. » Antoine leva les yeux, confus. « Conséquence de quoi ?» demanda-t-il. « Du temps, » répondit Marc. « De l'écoute, de l'attention, de quelque chose qui n'est généralement pas valorisé dans des environnements comme celui-ci. » Il respira profondément avant de poursuivre. « Je ne veux pas en faire une belle histoire, » continua-t-il. « Cela ne me semble pas juste envers vous ni envers moi. » Sylvie déglutit. « Alors je vais être direct. » Il ouvrit un dossier et posa quelques papiers sur la table. « Antoine, tu as 12 ans, tu n'es pas un adulte, tu n'es pas un employé, et tu ne devrais pas porter des responsabilités qui ne sont pas les tiennes. » Antoine hocha lentement la tête. « C'est pourquoi, » dit Marc, « toute proposition que je fais ne concerne pas le présent, mais ce qui vient après. » Il fit glisser un des papiers vers eux. « Je veux t'offrir une bourse d'études qui inclut un solide enseignement des langues, » expliqua-t-il, l'allemand inclus, avec le matériel, le transport et un accompagnement pédagogique. Antoine ouvrit les yeux. « Je n'ai pas demandé ça, » dit-il rapidement. « Je sais, » répondit Marc. « C'est pour ça que je l'offre. » Sylvie sentit son cœur battre fort. « Et ce n'est pas une faveur, » continua-t-il. « C'est un investissement, car le talent sans structure se perd. » Antoine mordit sa lèvre inférieure. « Je ne veux pas que ma maman ait des problèmes à cause de moi, » dit-il. Marc se tourna vers Sylvie. « Votre maman n'aura pas de problème, » affirma-t-il. « Au contraire,
Il sortit un autre document. « Sylvie, je ne sais pas comment fonctionne exactement votre contrat actuel, dit-il, mais je sais qu'il n'est pas juste. » Sylvie sentit son visage rougir. « Je travaille de nuit, répondit-elle. Je fais des extras quand on m'appelle, et vous vivez à la limite, compléta-t-il. Ce n'est pas non plus durable, expliqua-t-il en détaillant les options. Ajustement d'horaire, embauche fixe dans une équipe permanente, avantage de base. Rien d'irréel, rien qui ne ressemble à une récompense. Je n'offre pas d'argent en échange de ce qui s'est passé, dit-il. J'offre de la dignité pour que vous n'ayez pas à choisir entre travailler et protéger votre fils. Le silence envahit la salle. Antoine regarda sa mère. Sylvie ne savait pas quoi dire. Tout cela semblait trop grand pour être absorbé d'un coup. « Je ne sais pas si je peux accepter, » dit Sylvie finalement. « Je n'ai jamais rien reçu de tel. » Marc hocha la tête. « Accepter n'est pas mendier, » répondit-il. « C'est reconnaître que quelqu'un a vu de la valeur là où il n'y avait qu'une fonction. » Antoine serra la bandoulière de son sac à dos. « Ma grand-mère, » commença-t-il en hésitant. « Ça lui aurait plu. » Marc sourit légèrement. « J'imagine que oui. » Il se pencha en arrière sur sa chaise. « Je n'ai pas besoin de réponse maintenant, » dit-il. « Réfléchissez et discutez. Revenez quand vous voulez. » Sylvie respira profondément. « Et si nous disons non ?» demanda-t-elle. « Alors rien ne change, » répondit-il. « Mais j'espère que vous ne direz pas non. » Antoine resta silencieux quelques secondes, puis leva le regard. « Si j'accepte, » dit-il, « c'est parce que je veux apprendre, pas parce qu'un jour j'ai répondu à un téléphone. » Marc hocha la tête. « C'est exactement ce que j'espère. » Quand ils sortirent de la salle, le couloir semblait moins hostile, pas plus accueillant, juste humain. Sylvie marchait lentement, comme si elle avait encore peur que quelqu'un dise que tout cela était une erreur. Dans l'ascenseur, Antoine rompit le silence. « Maman, dit-il, si nous acceptons, la vie va changer. » Sylvie réfléchit avant de répondre. « Ça va changer, dit-elle. Mais pas parce que quelqu'un l'a voulu, mais parce que tu as ouvert une porte qui existait déjà. » Antoine appuya sa tête contre la vitre de l'ascenseur. Il ne savait pas exactement ce qui viendrait ensuite, mais il savait une chose. Il ne reviendrait pas au même endroit qu'avant. Les jours suivants furent étranges. Sylvie continua sa routine comme si rien n'avait changé, car en pratique, rien n'avait encore changé. Elle arrivait à son service, nettoyait les couloirs, évitait les regards, mais quelque chose en elle bougeait, une espérance silencieuse qu'elle n'osait pas nommer. Antoine sentait aussi cette étrangeté. À l'école, ses camarades parlaient de choses quotidiennes, de jeux vidéo, de séries, de potins sans importance, et lui sentait qu'il portait quelque chose de différent. Ce n'était plus de la fierté, c'était un poids. Le poids d'avoir fait quelque chose d'important sans l'avoir planifié. Un après-midi, quand Sylvie rentra chez elle après son service, elle trouva Antoine assis sur le canapé avec son cahier ouvert, mais il n'écrivait pas. Il regardait juste les pages. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-elle en posant son sac sur la table. Antoine tarda à répondre. « Je pensais à grand-mère, » dit-il, « à tout ce qu'elle m'a appris. » Sylvie s'assit à ses côtés. « Elle serait fière, » dit-elle. Antoine hocha la tête. « Mais je ne sais pas si je mérite tout ça. » Sylvie le regarda fixement. « Il ne s'agit pas de mériter, Antoine. Il s'agit de profiter. » Il baissa le regard. « J'ai peur de décevoir. » Sylvie passa sa main dans les cheveux de son fils. « Nous avons tous peur, » répondit-elle. « Mais la peur n'est pas une raison pour ne pas essayer. » Antoine ferma son cahier. « Tu vas accepter ce que Monsieur Marc a proposé ?» demanda-t-il. Sylvie respira profondément. « Je ne sais pas encore, » admit-elle. « Mais je pense que ce serait idiot de ne pas le faire. Alors, faisons-le, » dit Antoine. « Ensemble. » Sylvie sourit. « Ensemble, » répéta-t-elle. 2 jours plus tard, Sylvie appela le numéro que Marc lui avait donné. La voix de l'autre côté la connecta directement avec lui. « Bonjour Sylvie, » dit Marc. « Vous avez réfléchi ?»« Oui, » répondit-elle. « Nous voulons accepter. » Il y eut une brève pause de l'autre côté. « Je suis ravi de l'entendre, » dit-il. « Je vais commencer à tout organiser. Pouvez-vous venir lundi ?»« Oui, monsieur, » répondit Sylvie. Quand elle raccrocha, elle sentit ses mains trembler, non pas de peur, mais de quelque chose de semblable à l'espoir. Antoine était dans sa chambre quand elle entra. « Ça y est, dit-elle. Nous avons accepté. » Antoine leva les yeux. « Et maintenant ?»« Maintenant, » dit Sylvie. « On recommence. » Le week-end passa lentement. Sylvie essaya de rester calme, mais l'anxiété la dominait. Elle nettoyait la maison plus que nécessaire. Elle organisait des choses déjà organisées. Elle cuisinait avec plus d'attention que d'habitude. Antoine, de son côté, passait les heures à relire son cahier. Les mots de sa grand-mère semblaient plus vivants maintenant, plus réels, comme si elle était là pour le guider. Le dimanche soir, Sylvie s'assit avec Antoine à la table de la cuisine. « Je veux que tu saches quelque chose, » dit-elle. « Ce qui vient ne sera pas facile. » Antoine hocha la tête. « Je sais, il y aura des gens qui penseront que nous ne méritons pas ça, » continua-t-elle. « Que ce fut de la chance, que ce fut un hasard. »
Antoine la regarda fixement. « Et toi, qu'en penses-tu » Sylvie sourit légèrement. « Je pense que nous avons travaillé dur toute notre vie et que ce n'est pas un cadeau, c'est une reconnaissance. » Antoine hocha la tête. « Alors, c'est bon. » Le lundi arriva avec une étrange clarté. Le ciel était dégagé, l'air frais. Sylvie s'habilla avec plus de soin que d'habitude. Pas de vêtements élégants, juste propres, repassés, dignes. Antoine se prépara aussi. Il rangea son cahier dans son sac à dos, comme il le faisait toujours. Il ne savait pas s'il en aurait besoin, mais cela lui donnait de la sécurité de l'avoir. Ils arrivèrent au bâtiment avant l'heure convenue. Le gardien de sécurité les reconnut cette fois. « Bonjour », dit-il avec un bref sourire. Sylvie hocha la tête, surprise. « Bonjour ». Ils montèrent à l'étage où se trouvait le bureau de Marc. Cette fois, il n'y avait pas de tension dans l'air, juste de l'attente. Quand ils entrèrent, Marc les attendait déjà. Il avait plusieurs documents sur le bureau, tous organisés avec précision. « Asseyez-vous », dit-il. « Nous allons tout revoir calmement. » Ils passèrent l'heure suivante à examiner les détails. L'école pour Antoine, le changement de contrat pour Sylvie, les avantages, les horaires, les responsabilités. Tout était expliqué avec clarté, sans petits caractères, sans piège. « Avez-vous des questions ?» demanda Marc à la fin. Sylvie hésita avant de parler. « Pourquoi faites-vous cela ?» demanda-t-elle. « Vraiment. » Marc se pencha en arrière sur sa chaise. « Parce que ce jour-là, j'ai réalisé quelque chose, » répondit-il. « Cette entreprise a des ressources, a des gens compétents, a une structure, mais nous avons failli tout perdre parce que nous n'avons pas su voir ce que nous avions sous les yeux. » Il regarda Antoine. « Votre fils n'a pas seulement résolu un problème. Il m'a montré que le talent est partout, seulement que parfois nous ne le cherchons pas aux bons endroits. » Sylvie sentit ses yeux s'embuer. « Merci, » dit-elle simplement. Marc hocha la tête. « Ne me remerciez pas encore. Le vrai travail commence maintenant. » Antoine regarda les documents sur la table. « Quand est-ce que je commence ma nouvelle école ?» demanda-t-il. « La semaine prochaine, » répondit Marc. « Ils sont déjà au courant de ton arrivée. » Antoine hocha la tête, sentant le poids de la réalité. C'était réel, ça se passait. Sylvie signa les papiers d'une main tremblante. Chaque signature semblait clore une étape et en ouvrir une autre. Quand elle eut fini, Marc tendit la main. « Bienvenue dans l'équipe permanente », dit-il. Sylvie lui serra la main, sentant pour la première fois depuis longtemps qu'elle n'était pas invisible. Antoine signa également les documents de la bourse. Sa signature était petite, tremblante, mais elle était là. Quand ils sortirent du bureau, le monde semblait différent. Rien n'avait changé dans la rue, dans le bâtiment, dans la ville, mais quelque chose en eux était différent. Dans l'ascenseur, Sylvie serra son fils dans ses bras. « Nous y sommes arrivés », murmura-t-elle. Antoine hocha la tête contre l'épaule de sa mère. « Nous y sommes arrivés », répéta-t-il. Quand les portes de l'ascenseur s'ouvrirent, ils sortirent ensemble dans la rue. Le soleil brillait plus fort. Maintenant, la ville semblait plus claire, plus vivante. Sylvie respira profondément. Pour la première fois depuis des années, elle n'avait plus peur de demain. Antoine marchait à ses côtés, son sac à dos sur le dos, regardant devant lui. Il ne savait pas exactement ce qui l'attendait, mais il savait qu'il n'était pas seul. Et c'était suffisant. Cette nuit-là, Sylvie appela sa sœur pour tout lui raconter. La conversation dura plus d'1 heure. Il y eut des larmes, des rires, de l'incrédulité. Quand elle raccrocha, Sylvie s'assit sur le canapé et regarda autour d'elle. La maison était la même, petite, modeste, avec des murs qui avaient besoin d'être peints. Mais maintenant, elle semblait différente. Elle semblait être un point de départ, pas une limite. Antoine était dans sa chambre, écrivant dans son cahier. Pas des mots en allemand cette fois, mais des pensées en français. Des réflexions sur ce qui s'était passé, sur ce qui allait venir. Il écrivit sur sa grand-mère, sur la façon dont elle lui avait donné quelque chose sans le savoir. Non seulement une langue, mais la capacité d'écouter, de prêter attention, de ne pas avoir peur. Il ferma son cahier et le rangea dans son sac à dos. Demain serait le début de quelque chose de nouveau et il était prêt. La première semaine dans la nouvelle école fut plus difficile qu'Antoine ne l'avait imaginé. Non pas parce que les cours étaient compliqués, mais parce que tout était différent. Les couloirs étaient plus larges, les salles de classe mieux éclairées, les pupitres ne grinçaient pas quand on s'asseyait. Même l'odeur était différente, un mélange de livres neufs et de produits de nettoyage coûteux. Antoine arriva le premier jour avec son sac à dos, usé qu'il avait utilisé pendant des années. Sylvie avait voulu lui en acheter un neuf, mais il avait refusé. « Je n'ai pas besoin de tout changer d'un coup », avait-il dit, et elle l'avait compris. La directrice le reçut personnellement. « Bienvenue, Antoine », dit-elle avec un sourire professionnel. « J'espère que tu te sentiras à l'aise ici. » Antoine hocha la tête sans dire grand-chose. La femme le conduisit à sa salle de classe, un espace ample avec de grandes fenêtres qui laissaient entrer la lumière naturelle. Les autres élèves étaient déjà assis, conversant entre eux avec familiarité. Quand il entra, certains se retournèrent pour le regarder. D'autres ne levèrent même pas les yeux.
Classe, nous avons un nouvel élève, annonça la professeure. Antoine, tu peux t'asseoir là au fond près de la fenêtre. Antoine marcha entre les pupitres, sentant chaque regard. Il s'assit en silence, sortit son cahier usé et le posa sur la table. Un garçon à côté de lui le regarda avec curiosité, mais ne dit rien. Le cours commença. C'était des mathématiques, une matière qu'Antoine maîtrisait bien, mais il ne participa pas. Il garda la tête baissée, prit des notes, tenta de passer inaperçu. C'était sa stratégie, celle qui avait toujours fonctionné. À la récréation, il resta en classe pendant que les autres couraient dans la cour. Il n'avait pas faim, pas envie de socialiser, il voulait juste que la journée se termine. Une fille s'approcha avant de sortir. « Tu ne sors pas ?» demanda-t-elle. Antoine secoua la tête. « Je suis bien ici. » La fille haussa les épaules. « Comme tu veux. Je suis Léa, au fait. »« Antoine, » répondit-il, bien qu'elle le sût déjà. Léa sortit, et Antoine resta seul. Il regarda par la fenêtre vers la cour. Des groupes d'élèves conversaient, riaient, partageaient de la nourriture. Tous semblaient se connaître depuis des années, tous semblaient appartenir. Lui, non. L'après-midi passa lentement, plus de cours, plus de regards, plus de silence. Quand la cloche de sortie sonna enfin, Antoine fut le premier à se lever. Il rangea rapidement ses affaires et sortit sans dire au revoir. Sylvie l'attendait à la porte de l'école. Elle avait demandé la permission au travail pour être là. Quand elle vit son fils sortir, elle remarqua immédiatement l'expression sur son visage. « Comment ça s'est passé ?» demanda-t-elle en marchant vers l'arrêt de bus. « Bien », répondit Antoine sans la regarder. Sylvie savait que ce n'était pas vrai, mais elle n'insista pas. « Donne-lui du temps », pensa-t-elle. « Il a juste besoin de temps. » Cette nuit-là, Antoine toucha à peine son dîner, s'enferma dans sa chambre et ouvrit son cahier. Il écrivit une seule phrase. « Je ne sais pas si j'ai ma place ici. » Les jours suivants furent similaires. Antoine assistait aux cours, prêtait attention, faisait ses devoirs, mais ne parlait à personne, ne posait pas de questions, ne levait pas la main même s'il connaissait les réponses. Les professeurs commencèrent à le remarquer. Dans la salle des professeurs, il commentait le nouvel élève intelligent, mais trop silencieux. « Nous devrions lui parler », suggéra l'un d'eux. « Laisse-lui du temps », répondit un autre. « C'est normal qu'il soit nerveux, mais Sylvie ne pouvait pas rester tranquille. Elle voyait son fils se renfermer chaque jour davantage. Elle voyait comment il rentrait chez lui avec la même expression vide, comment il faisait semblant que tout allait bien alors que ce n'était clairement pas le cas. Un soir après le dîner, elle s'assit en face de lui. « Antoine, nous devons parler, » dit-elle. Il leva le regard de son cahier. « À propos de quoi ? À propos de l'école. À propos de ce que tu ressens vraiment. » Antoine soupira. « Je vais bien, maman. » « Ne me mens pas, » dit Sylvie fermement. « Je te connais. Je sais quand quelque chose te dérange. » Antoine baissa le regard. « Ce n'est pas que quelque chose me dérange, » dit-il doucement. « C'est juste que je ne m'intègre pas. » Sylvie sentit sa poitrine se serrer. « Pourquoi dis-tu ça ? » « Parce que tout le monde là-bas vient de familles différentes, » expliqua Antoine. « Ils ont de nouveaux vêtements, des téléphones portables chers. Ils parlent de voyages et de choses que je n'ai jamais eues. Et moi, je suis le fils de la femme de ménage. » Sylvie sentit les larmes monter. Mais elle les retint. « Écoute-moi bien, » dit-elle en prenant les mains de son fils. « Tu n'es inférieur à personne pour ça. Tu as gagné ta place dans cette école parce que tu as du talent, parce que tu as de la dédicace. » Antoine secoua la tête. « Personne ne me voit comme ça, maman. Il me voit comme le garçon pauvre qui a eu de la chance. » Sylvie serra ses mains. « Alors, prouve-leur qu'ils ont tort. » Antoine la regarda confus. « Comment ? En étant toi-même, » répondit-elle. « En ne te cachant pas, en ne faisant pas semblant d'être quelqu'un que tu n'es pas, en montrant ce que tu sais, ce que tu peux faire. » Antoine ne répondit pas, mais quelque chose dans ses yeux changea légèrement. Le lendemain, Antoine arriva à l'école avec le même sac à dos usé, les mêmes vêtements simples, mais quelque chose dans sa posture était différent. Il ne marchait pas la tête aussi basse. En cours d'allemand, le professeur demanda des volontaires pour lire un texte à voix haute. Personne ne leva la main. Tous regardaient le livre avec des expressions confuses. Le professeur soupira. Personne ne veut essayer ? Silence. Antoine sentit son cœur battre plus vite. Il se rappela les mots de sa mère. Il se rappela la voix de sa grand-mère. Il se rappela ce jour dans le bâtiment où il avait dû décider s'il parlait ou s'il restait silencieux. Il leva la main. Le professeur le regarda surpris. « Antoine, tu veux essayer ?» Antoine hocha la tête. « Oui. » Il se leva, prit le livre et commença à lire. Sa prononciation était parfaite, fluide, naturelle. Les mots sortaient sans effort, avec le bon accent, avec l'intonation précise. La salle resta silencieuse. Tout le regardait maintenant, mais non pas avec moquerie ou curiosité superficielle. Il le regardait avec un étonnement sincère. Quand il eut fini, le professeur applaudit. « Excellent, Antoine, vraiment excellent. Où as-tu appris à parler ainsi ?»« Avec ma grand-mère, » répondit Antoine simplement. Le professeur hocha la tête. «
impressionné. On voit que tu as appris de quelqu'un qui connaissait vraiment la langue. Elle était native, n'est-ce pas? Oui, dit Antoine, de Berlin. Pendant la récréation, plusieurs élèves s'approchèrent de lui. Léa fut la première. C'était incroyable, dit-elle. Sérieusement, tu parles si bien allemand? Antoine haussa les épaules. Oui, je suppose. Peux-tu m'apprendre? Demanda-t-elle. Je suis en train de rater ce cours. Antoine hésita. Je ne suis pas professeur, dit-il. Mais tu parles mieux que le professeur, insista-t-elle. S'il te plaît. Antoine regarda autour de lui. D'autres élèves semblaient également intéressés. D'accord, dit-il finalement. Je peux t'aider. Léa sourit. Merci. On déjeune ensemble? Antoine hocha la tête. Bien sûr. Pour la première fois depuis qu'il était arrivé dans cette école, il ne déjeuna pas seul. Il s'assit avec Léa et deux autres élèves qui avaient également des difficultés en allemand. Ils parlèrent du cours, du professeur, des devoirs. Ce ne fut pas une transformation magique. Antoine se sentait toujours à sa place dans bien des aspects, mais c'était un début. Cet après-midi-là, quand Sylvie vint le chercher, elle remarqua immédiatement le changement. Antoine ne souriait pas largement, mais il n'avait pas non plus cette expression vide des jours précédents. « Comment ça s'est passé aujourd'hui » demanda-t-elle. « Mieux » répondit Antoine. « Beaucoup mieux » Sylvie sourit. « Je suis contente de l'entendre. » Dans le bus de retour à la maison, Antoine lui raconta le cours d'allemand, comment il avait lu à voix haute, comment les autres élèves s'étaient approchés de lui. Sylvie écoutait le cœur rempli. C'était le fils qu'elle connaissait, celui qui n'avait pas peur de montrer ce qu'il savait, celui qui aidait sans rien attendre en retour. Quand ils arrivèrent à la maison, Antoine sortit son cahier et barra la phrase qu'il avait écrite quelques jours plus tôt. « Je ne sais pas si j'ai ma place ici. » En dessous, il en écrivit une nouvelle. « Je suis encore en train de trouver ma place, mais je vais la trouver. » Les semaines suivantes apportèrent d'autres changements. Antoine commença à participer davantage en classe, non seulement en allemand, mais dans toutes les matières. Les professeurs remarquèrent son intelligence, son dévouement, sa capacité d'analyse. En mathématiques, il résolut un problème que personne d'autre n'avait pu résoudre. En histoire, il fit une présentation sur l'immigration allemande en Amérique latine qui impressionna toute la classe. En littérature, il écrivit un essai sur l'importance de préserver les langues maternelles que le professeur lut à voix haute en exemple. Peu à peu, Antoine cessa d'être le nouvel élève pour devenir simplement Antoine, l'élève brillant, le camarade prêt à aider, celui qui parlait allemand comme s'il était né là, bas. Mais tout ne fut pas facile. Il y eut des moments de doute, des jours où il se sentait épuisé par l'effort de devoir constamment prouver sa valeur, des nuits où il se demandait si ce serait un jour suffisant. Un après-midi, après un examen particulièrement difficile, il rentra chez lui plus silencieux que d'habitude. Sylvie le remarqua immédiatement. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» demanda-t-elle. Antoine laissa tomber son sac à dos sur le canapé. « Rien, dit-il. Je suis juste fatigué. » Sylvie s'assit à ses côtés. « C'est plus que ça. » Antoine soupira. « Parfois, j'ai l'impression que je dois être parfait, » admit-il, comme si toute erreur allait confirmer ce que certains pensent, que je ne devrais pas être là. Sylvie prit son visage entre ses mains. « Écoute-moi bien, » dit-elle en le regardant dans les yeux. « Tu n'as pas à être parfait. Personne ne l'est. La seule chose que tu as à faire est de faire de ton mieux, et tu le fais déjà. » Antoine sentit les larmes monter. « C'est difficile, maman. »« Je sais, » répondit-elle. « Mais regarde tout ce que tu as déjà accompli. Regarde tout le chemin que tu as parcouru. » Antoine hocha la tête, laissant les larmes couler. Sylvie le serra fort dans ses bras, le laissant se défouler. Quand ils se séparèrent, Antoine s'essuya le visage. « Merci, maman. Toujours, » répondit-elle. Cette nuit-là, Antoine écrivit dans son cahier une longue réflexion sur la pression, sur les attentes, sur la peur de l'échec, mais aussi sur la gratitude, sur les opportunités, sur l'amour de sa mère et le souvenir de sa grand-mère. Il termina par une phrase qu'il se répéterait les jours difficiles. « Je n'ai pas besoin d'être parfait, j'ai juste besoin d'être authentique. » À la fin du premier mois, l'école organisa une présentation culturelle. Chaque élève devait partager quelque chose sur son héritage ou ses intérêts. Beaucoup choisirent des présentations élaborées avec des vidéos et de la musique. Antoine choisit quelque chose de plus simple. Il se tint devant la classe et récita un poème en allemand que sa grand-mère lui disait souvent. Il le récita lentement, avec émotion, la voix légèrement brisée par endroits. Quand il eut fini, il y eut un silence profond. Puis, des applaudissements. Léa s'approcha de lui après. « C'était magnifique, » dit-elle, les yeux brillants. « Ta grand-mère serait fière. » Antoine sourit. « J'espère. » Cet après-midi-là, quand Sylvie vint le chercher, Antoine courut vers elle avec un sourire sincère. « Maman, » dit-il, « je crois que j'ai enfin trouvé ma place. » Sylvie le serra fort dans ses bras. « Tu l'as toujours eu, » répondit-elle. «
Tu avais juste besoin de temps pour le voir. » Ils marchèrent ensemble vers l'arrêt de bus, conversant de la journée, de la présentation, des projets pour le week-end. Pour la première fois depuis longtemps, tous deux se sentaient en paix. Le chemin n'avait pas été facile. Il y aurait encore des défis à relever, mais maintenant, ils savaient quelque chose de fondamental. Ils n'étaient pas seuls, et cela faisait toute la différence. Alors qu'Antoine s'adaptait à sa nouvelle réalité scolaire, Sylvie faisait face à sa propre transformation. Le passage du service de nuit à celui de jour avait été plus significatif qu'elle ne l'avait imaginé, non seulement pour les heures de sommeil récupérées, mais pour tout ce que cela représentait. Pour la première fois depuis des années, elle pouvait marcher dans les couloirs de l'entreprise à la lumière du jour. Elle pouvait voir les visages des personnes avec qui elle partageait le bâtiment. Elle pouvait sentir qu'elle existait, non seulement comme une ombre qui passait la nuit, nettoyant ce que les autres salissaient. Mais la transition ne fut pas simple. Le premier jour de son service fixe, Sylvie arriva au bâtiment avec un mélange de nervosité et d'espoir. Le gardien de sécurité la salua différemment cette fois. « Bonjour Sylvie », dit-il en utilisant son nom. « Vous avez votre nouveau badge à la réception. » Sylvie hocha la tête, pas encore habituée à être reconnue. « Merci. » À la réception, une femme lui remit le nouveau badge. « Celui-ci est permanent », expliqua-t-elle. « Vous n'avez plus besoin de le renouveler chaque mois. » Sylvie prit la carte d'une main tremblante. C'était une petite chose, mais pour elle, cela signifiait la stabilité. Cela signifiait qu'elle n'était pas temporaire, qu'on ne pouvait pas la licencier du jour au lendemain sans raison. Elle monta à l'étage des services où elle aurait désormais sa base. Le superviseur l'y attendait, un homme d'âge mûr nommé Monsieur Martin, qui travaillait depuis 20 ans dans l'entreprise. « Bienvenue dans l'équipe, Sylvie », dit-il en lui tendant la main. « Nous allons bien travailler ensemble. » Sylvie lui serra la main. « Merci pour l'opportunité. » Monsieur Martin lui montra les nouvelles zones assignées. Il lui expliqua les horaires, les routines, les attentes. Tout était plus organisé qu'avant, plus structuré. Il ne s'agissait plus de se présenter quand on l'appelait et de faire ce qui était urgent. Maintenant, il y avait un plan, un système, un rythme. « Vous remarquerez qu'ici nous travaillons différemment », dit Monsieur Martin en marchant. « Il ne s'agit pas seulement de nettoyer, il s'agit de maintenir, d'anticiper, de prendre soin des espaces. » Sylvie écoutait attentivement, absorbant chaque mot. « Je comprends. Et autre chose, » continua-t-il. « Ici, nous nous traitons tous avec respect. Quel que soit le poste, quel que soit le grade, nous sommes une équipe. » Sylvie sentit quelque chose se détendre dans sa poitrine. Quelque chose qui avait été serré si longtemps qu'elle ne le remarquait même plus. C'était la peur constante, le fait d'être toujours en alerte, d'attendre les mauvais traitements comme quelque chose de normal. « Merci », dit-elle simplement parce qu'elle ne trouvait pas d'autres mots. Les premiers jours furent une période d'adaptation. Sylvie fit la connaissance de ses nouveaux collègues, 3 autres membres de l'équipe de nettoyage qui travaillaient aux mêmes horaires, 2 femmes et un homme, tous avec des années d'expérience. Au début, ils furent prudents avec elle. Ils savaient qu'elle était arrivée différemment, que son histoire était particulière, mais Sylvie n'attendait pas de traitement spécial. Elle travaillait dur, arrivait tôt, restait jusqu'à tout terminer. Une de ses collègues, une femme nommée Nathalie, s'approcha d'elle après la première semaine. « Tu travailles bien », commenta-t-elle en organisant les chariots. « Tu n'attends pas que les autres fassent ta part. » Sylvie haussa les épaules. « C'est comme ça qu'on m'a appris. » Nathalie sourit. « Ça se voit. Au fait, certains d'entre nous prennent un café avant le service. Si tu veux te joindre, tu es la bienvenue. » Sylvie sentit quelque chose de chaud se répandre dans sa poitrine. « J'aimerais bien », répondit-elle. Ce fut un geste simple, une invitation informelle, mais pour Sylvie, cela signifiait l'acceptation. Cela signifiait qu'elle n'était pas seulement celle que Marc Dubois avait aidée, mais une collègue à part entière. Les matins commencèrent à avoir un nouveau rythme. Sylvie se levait tôt, préparait le petit déjeuner pour Antoine, l'accompagnait jusqu'à l'arrêt de bus et prenait ensuite le sien pour le travail. Elle arrivait 15 minutes avant son service. Elle prenait un café avec Nathalie et les autres, conversant de choses quotidiennes. C'était une vie normale. Et pour Sylvie, qui n'avait jamais eu une vie vraiment normale, c'était extraordinaire. Mais tout n'était pas facile. Il y avait encore des regards. Il y avait encore des chuchotis. « C'est la femme dont il parle », entendit Sylvie un jour en passant par un couloir. « Celle que le patron a aidée. »« Oui », répondit une autre voix. « Pour le fils qui a sauvé le contrat allemand. » Sylvie serra la poignée du chariot plus fort et continua de marcher. Elle ne s'arrêta pas, ne regarda pas en arrière, mais les mots restèrent à résonner. Cette nuit-là, en dînant avec Antoine, il remarqua son silence. « Tu vas bien, maman ?» demanda Antoine. Sylvie hocha la tête, juste fatiguée, mais Antoine la connaissait trop bien. « C'est plus que ça », Sylvie soupira. « Parfois j'entends ce que les gens disent, » admit-elle, « à propos de nous, de la façon dont nous sommes arrivés ici. » Antoine posa sa fourchette. « Que disent-ils? Que c'était de la chance. »
Que c'était une faveur, que ce n'est pas par mérite, expliqua Sylvie. Et même si je sais que ce n'est pas vrai, parfois les mots pèsent. Antoine regarda sa mère avec une maturité qui ne correspondait pas à ses 12 ans. Tu sais ce que j'ai appris à l'école, dit-il. Que les gens auront toujours des opinions, mais la seule chose qui compte, c'est ce que tu sais de toi-même. Sylvie sourit, les yeux humides. Quand es-tu devenu si sage? Quand j'ai eu une maman qui m'a appris à ne pas abandonner, répondit-il. Sylvie tendit la main sur la table et Antoine la prit. Tous deux restèrent ainsi un instant, en silence, se rappelant mutuellement qu'ils n'étaient pas seuls. Les jours se transformèrent en semaines. Sylvie commença à se sentir plus à l'aise dans son nouveau rôle. Elle connaissait mieux les espaces, anticipait les besoins, travaillait avec efficacité. Monsieur Martin la félicitait régulièrement pour ses performances. Un jour, alors qu'elle nettoyait près des bureaux des cadres, elle vit Marc sortir d'une réunion. Il la remarqua et s'approcha. « Sylvie, comment allez-vous » demanda-t-il. « Bien, monsieur » répondit-elle. « Merci. » Marc secoua la tête. « Ne me remerciez pas. Vous avez gagné cela. » Sylvie hocha la tête, mais quelque chose dans son expression fit que Marc s'arrêta. « Il se passe quelque chose » demanda-t-il. Sylvie hésita avant de répondre. « Parfois, je me demande si les gens pensent que je ne mérite pas d'être ici, » admit-elle, « que ce n'était que parce qu'Antoine a aidé ce jour-là. » Marc la regarda fixement. « Et vous, qu'en pensez-vous » Sylvie respira profondément. « Je pense que j'ai travaillé toute ma vie, que j'ai été responsable, dévoué, que je n'ai jamais manqué sans raison, que je mérite la stabilité autant que n'importe qui. » Exactement, dit Marc. Et si quelqu'un pense différemment, c'est son problème, pas le vôtre. Sylvie sentit quelque chose se renforcer en elle. Vous avez raison. Marc hocha la tête. Continuez à travailler comme vous le faites. Les résultats parlent d'eux-mêmes. Quand il s'éloigna, Sylvie resta immobile un instant. Puis elle retourna à son travail, mais cette fois le dos un peu plus droit, la tête un peu plus haute. Cet après-midi-là, Nathalie l'invita à déjeuner avec l'équipe à la cafétéria du personnel. C'était la première fois que Sylvie y entrait en tant qu'employée permanente. Avant, quand elle faisait des services de nuit sporadiques, elle mangeait seule dans un coin, vite, sans attirer l'attention. Maintenant, elle s'asseyait à une table avec ses collègues, conversant, riant. Ils parlaient de leur famille, de leurs projets de week-end, de leurs préoccupations quotidiennes. « Ma fille veut un chien », disait Nathalie. « Mais nous vivons dans un petit appartement. Le mien veut aller à un concert », commentait un autre. « Mais les billets sont si chers. » Sylvie écoutait plus qu'elle ne parlait, mais elle se sentait partie de quelque chose. C'était un sentiment nouveau, chaleureux, réconfortant. « Et ton fils » demanda Nathalie. « Comment va-t-il à la nouvelle école » Sylvie sourit. « Bien. Il a eu un début difficile, mais maintenant il trouve sa place. C'est un bon garçon » commenta Monsieur Martin qui s'était joint à la table. « Je l'ai vu ce jour de l'appel. Il a du cran. » Sylvie hocha la tête avec fierté. Il en a. Quand le déjeuner fut terminé, Sylvie retourna à son travail en se sentant différente. Non seulement reconnaissante de l'opportunité, mais digne d'elle. Ce n'était pas de la charité. Ce n'était pas une faveur. C'était la reconnaissance d'années de travail acharné, de dévouement silencieux, de ne jamais avoir abandonné. À la fin de la journée, en rangeant ses affaires dans le casier à signer, un autre symbole de permanence, Sylvie se regarda dans le petit miroir qu'elle avait collé à l'intérieur. La femme qui lui renvoyait son regard avait des rides de fatigue, des mains rugueuses de longues années de travail acharné, mais elle avait aussi des yeux plus brillants qu'avant, une posture plus ferme. C'était la même femme qui était entrée dans le bâtiment des mois auparavant, nerveuse et effrayée, espérant être invisible, mais maintenant elle se voyait elle-même, et cela changeait tout. Les semaines se transformèrent en mois. La routine de Sylvie devint naturelle, automatique. Elle connaissait chaque recoin du bâtiment, chaque tâche difficile, chaque détail qui nécessitait une attention particulière, mais plus important encore, elle connaissait les gens. Elle apprit les noms des cadres qui passaient pressés. Elle savait qui prenait son café noir et qui le préférait avec du lait. Elle savait quels bureaux restaient rangés et lesquels étaient toujours un désordre. Et quelque chose de curieux commença à se produire. Les gens commencèrent à la saluer. Ce n'était pas universel. Beaucoup passaient encore sans la voir, absorbés par leur téléphone, leurs préoccupations, mais d'autres s'arrêtaient. « Bonjour Sylvie, comment allez-vous? Comment va votre fils ?» Au début, Sylvie répondait avec surprise, presque avec méfiance, mais elle apprit progressivement à accepter ces interactions pour ce qu'elles étaient, une reconnaissance humaine fondamentale. Un matin, alors qu'elle nettoyait la zone de repos, une des jeunes cadres s'approcha d'elle. « Excusez-moi, êtes-vous la maman du garçon qui parle allemand ?» demanda-t-elle. Sylvie se redressa. « Oui, c'est moi. » La femme sourit. « Mon petit frère est dans la même école. Il m'a parlé de la présentation que votre fils a faite. Il a dit que c'était impressionnant. » Sylvie sentit sa poitrine se gonfler de fierté. « C'est un bon garçon. On voit qu'il a eu une bonne enseignante.
commenta la cadre. Peu d'enfants valorisent l'apprentissage comme lui. Quand la femme s'éloigna, Sylvie resta debout, tenant le chiffon de nettoyage, sentant quelque chose de chaud traverser son corps. Ce n'était pas seulement de la fierté pour Antoine, c'était quelque chose de plus profond. C'était la validation que tous les efforts, tous les sacrifices, toutes les nuits sans sommeil avaient valu la peine. Mais tout n'était pas des moments lumineux. Il y avait aussi des jours sombres. Un jour, alors qu'elle nettoyait près des bureaux des cadres, elle entendit une conversation qui n'était pas destinée à ses oreilles. « Il est évident que Marc a fait cela pour son image », disait une voix masculine. Après l'affaire du contrat, il avait besoin de bien paraître. Une autre voix répondit sur un ton cynique, typique. Ils embauchent une femme de ménage permanente, donnent des avantages à son fils et se lavent les mains en disant qu'ils sont une entreprise inclusive. Sylvie sentit son estomac se contracter. Elle resta paralysée derrière la porte, le cœur battant fort. Au moins le garçon semble intelligent, continua la première voix. Mais combien de temps cela durera-t-il? Ces cas de charité ne finissent jamais bien. Sylvie serra les poings. Elle voulait entrer, elle voulait se défendre, elle voulait leur crier qu'ils se trompaient, mais elle savait qu'elle ne pouvait pas. Elle savait que leur donner la satisfaction de l'avoir affecté ne ferait que confirmer leurs préjugés. Elle respira profondément, se força à se calmer et continua son travail. Mais les mots restèrent plantés comme des épines. Cette nuit-là, Sylvie ne raconta rien à Antoine. Elle ne voulait pas le charger du poids des opinions d'autrui. Il avait déjà assez de ses propres batailles, mais Antoine le remarqua quand même. « Maman, tu es sûre que tu vas bien ?» demanda-t-il en dînant. Sylvie força un sourire. C'était juste une longue journée. Antoine l'observa avec ses yeux qui semblaient en voir trop. « Si quelqu'un te dit quelque chose de méchant, ne les écoute pas, » dit-il. « Nous savons la vérité. » Sylvie sentit ses yeux s'embuer. « Comment es-tu devenu si perceptif ?»« J'ai eu une bonne maîtresse, » répondit Antoine avec un petit sourire. C'était un écho de ce que la cadre lui avait dit ce matin-là. Sylvie rit doucement en s'essuyant les yeux. « Je suppose que oui. » Les jours continuèrent. Sylvie travaillait toujours avec la même dédicace, avec la même excellence, non pour prouver quoi que ce soit à qui que ce soit, mais parce que c'était sa nature. Le travail acharné était dans sa nature, dans ses os. Un vendredi après-midi, M. Martin l'appela à son bureau. Sylvie sentit un moment de panique irrationnelle. Elle avait fait quelque chose de mal. Ils allaient la licencier. « Calmez-vous », dit M. Martin en remarquant son expression. « Ce sont de bonnes nouvelles. » Sylvie respira soulagée. « Qu'est-ce qui se passe ?» M. Martin lui tendit une enveloppe. « C'est votre évaluation du premier trimestre », expliqua-t-il. « Je veux que vous la voyiez. » Sylvie ouvrit l'enveloppe d'une main tremblante. À l'intérieur, il y avait un document avec plusieurs catégories. Ponctualité, qualité du travail, attitude, travail d'équipe. Dans toutes les catégories, il y avait des marques d'excellence. À la fin, il y avait un commentaire écrit à la main. Sylvie a démontré être une employée exemplaire. Son dévouement et son professionnalisme sont un atout pour l'équipe. Je recommande d'envisager des opportunités de croissance. Sylvie lut les mots 2 fois, 3 fois. Elle n'en croyait pas ses yeux. C'est, commença-t-elle, mais sa voix se brisa. Monsieur Martin sourit. C'est ce que vous méritez. Vous avez travaillé dur, Sylvie. Et ça se voit. Sylvie sentit les larmes couler librement maintenant. Merci, murmura-t-elle. Ne me remerciez pas, répondit Monsieur Martin. Vous avez gagné cela. Quand Sylvie sortit du bureau, elle serrait l'enveloppe contre sa poitrine comme si c'était l'objet le plus précieux du monde. D'une certaine manière, c'était le cas. C'était la preuve tangible que ce n'était pas de la charité. Ce n'était pas une faveur, c'était du mérite. Cette nuit-là, elle montra le document à Antoine. Il le lut attentivement, puis il la serra fort dans ses bras. « Je suis fier de toi, maman. » Sylvie rit entre 2 larmes. « C'est moi qui suis censé dire ça de toi. »« Nous pouvons être fiers l'un de l'autre, » répondit Antoine. Ils restèrent enlacés un long moment. 2 personnes qui avaient tant lutté et voyaient enfin les fruits de cette lutte. Le week-end, Sylvie fit quelque chose qu'elle n'avait pas fait depuis des années. Elle invita sa sœur à dîner, non pas dans un restaurant cher, mais chez elle, avec de la nourriture qu'elle avait elle-même préparée. Mais c'était un luxe de pouvoir le faire sans compter chaque centime, sans se soucier si ça allait suffire pour le reste du mois. Sa sœur arriva avec des fleurs, un geste simple mais significatif. Quand elle vit l'évaluation de Sylvie encadrée dans la cuisine, elle eut les larmes aux yeux. « J'ai toujours su que tu étais spéciale », dit-elle en serrant sa sœur dans ses bras. « Mais maintenant le monde le sait aussi. » Sylvie secoua la tête. « Pas le monde, juste quelques personnes. Mais c'est suffisant. » Elles mangèrent, conversèrent, rirent. Antoine leur raconta ses cours, ses nouveaux amis, le projet d'allemand sur lequel il travaillait. La maison se remplit de voix, de joie, de vie. Quand sa sœur partit, Sylvie resta à la porte, la regardant s'éloigner.
Antoine se tint à ses côtés. « C'était une bonne journée », commenta-t-il. Sylvie passa son bras sur ses épaules. C'était une très bonne journée. Le lundi suivant, Sylvie arriva au travail avec une énergie renouvelée, salua le gardien par son nom, conversa brièvement avec la réceptionniste, monta à l'étage d'un pas ferme. À la cafétéria, Nathalie l'attendait avec un café. « J'ai vu ton évaluation », dit-elle avec un sourire. « Monsieur Martin nous a raconté. Félicitations. » Sylvie sourit. « Merci. Tu le mérites, » continua Nathalie. « Tu as travaillé comme personne. » Pendant qu'elle prenait un café, Sylvie réalisa quelque chose. Elle n'était pas seule. Non seulement elle avait Antoine, non seulement elle avait sa sœur, elle avait des collègues, elle avait une équipe, elle avait des personnes qui la voyaient, qui la valorisaient. Pendant son service ce jour-là, Sylvie travailla avec un sentiment de but renouvelé. Ce n'était pas juste un travail, c'était son travail. Ce n'était pas juste un endroit, c'était sa place. En milieu d'après-midi, alors qu'elle nettoyait près des bureaux, elle vit Marc converser avec quelques cadres. Il la remarqua et lui fit un bref signe de tête. Sylvie répondit de la même manière. Il n'avait pas besoin de mots. Cet simple échange disait tout ce qui était nécessaire. Reconnaissance mutuelle, respect, compréhension que tous deux avaient fait leur part. À la fin de la journée, en rangeant ses affaires, Sylvie regarda autour du vestiaire. Son nom était sur un casier. Son uniforme était propre et repassé. Son évaluation avait été excellente. Ce n'était pas une vie parfaite. Il y avait encore des défis, il y avait encore des jours difficiles, mais c'était une vie digne, une vie qu'elle avait construite de ses propres mains, avec ses propres efforts. Et cela, pensa Sylvie en fermant son casier. C'était plus que ce que beaucoup avaient. Elle sortit du bâtiment alors que le soleil brillait encore. Antoine l'attendrait à la maison, probablement en train de faire ses devoirs à la table de la cuisine. Ils dîneraient ensemble, parleraient de leur journée, planifieraient l'avenir. Un avenir qui maintenant, pour la première fois depuis longtemps, semblait radieux. Sylvie marcha vers l'arrêt de bus, la tête haute, les épaules droites. Elle n'était pas la même femme qui était entrée dans ce bâtiment des mois auparavant, effrayée et s'excusant d'exister. Elle était quelqu'un de plus fort maintenant, quelqu'un qui connaissait sa valeur, quelqu'un qui n'avait pas peur d'occuper de l'espace. Et quand elle monta dans le bus et s'assit près de la fenêtre, regardant la ville défiler, Sylvie sourit parce qu'elle comprenait enfin quelque chose de fondamental. Elle n'avait jamais été invisible, elle avait juste attendu que quelqu'un regarde vraiment. Et maintenant qu'il le faisait, elle était prête à briller. 6 mois s'étaient écoulés depuis ce jour où un téléphone sonna et changea tout. 6 mois au cours desquels Antoine avait transformé son insécurité en confiance. Au cours desquels Sylvie avait cessé de s'excuser d'exister. 6 mois au cours desquels tous deux avaient appris quelque chose de fondamental. La valeur ne se donne pas, elle se reconnaît. C'était un vendredi après-midi et l'école organisait son événement annuel de clôture de semestre. Antoine avait été choisi pour prononcer un discours en représentation des nouveaux élèves. Quand on lui annonça la nouvelle, sa première réaction fut la panique. « Je ne peux pas faire ça », dit-il à Sylvie ce soir-là. « Parler devant toute l'école, devant les parents, devant tout le monde. » Sylvie le regarda avec cette expression qu'il connaissait bien, celle qui signifiait qu'elle n'accepterait pas d'excuses. « Tu as déjà parlé devant des cadres quand tu as sauvé un contrat de plusieurs millions, » dit-elle. « Ce n'est pas différent. »« C'est complètement différent, » protesta Antoine. « C'était au téléphone. C'est en face à face avec des centaines de personnes. » Sylvie s'assit en face de lui. « Tu te souviens ce que je t'ai dit cette fois-là ? Il ne s'agit pas d'être parfait. Il s'agit d'être authentique. » Antoine soupira. « Je me souviens. »« Alors, sois juste toi-même, » dit-elle. « Raconte ton histoire. Les mots qui viennent du cœur trouvent toujours le chemin. » Les jours suivants, Antoine travailla sur son discours. Il écrivit version après version, chacune différente de la précédente. Certaines étaient trop formelles, d'autres trop décontractées. Rien ne semblait correct. Un soir, alors qu'il luttait avec les mots, Sylvie entra dans sa chambre. « Je peux voir ?» demanda-t-elle. Antoine lui tendit le cahier avec frustration. « Ça ne va pas. » Sylvie lut en silence. Puis elle regarda son fils. « Tu essaies d'écrire ce que tu penses qu'ils veulent entendre, » dit-elle. « Mais ce qu'ils ont besoin d'entendre, c'est ta vérité. »« Et quelle est ma vérité ?» demanda Antoine. Sylvie ferma le cahier et le lui rendit. « C'est une réponse que toi seul peux donner. » Cette nuit-là, Antoine resta éveillé tard. Il ferma les yeux et pensa à sa grand-mère. Il pensa aux après-midi passés chez elle, à l'odeur de sa cuisine, au son de sa voix, lui enseignant des mots qu'il n'aurait jamais imaginé utiliser. Il pensa à sa mère, travaillant des services impossibles, sacrifiant tout pour lui donner des opportunités. Il pensa à ce jour dans le couloir où il avait dû décider s'il parlait ou s'il restait silencieux. Et alors les mots commencèrent à couler. Le jour de l'événement arriva avec un ciel dégagé. Sylvie demanda la permission au travail pour y assister. Marc approuva personnellement sa sortie. « Allez voir votre fils », lui dit-il. « C'est important. »
Quand Sylvie arriva à l'auditorium de l'école, elle fut impressionnée par l'ampleur du lieu. Il y avait des centaines de chaises, une grande scène, des lumières professionnelles. C'était un monde complètement différent de celui qu'elle connaissait. Elle s'assit sur l'une des rangées du milieu, parmi d'autres parents bien habillés qui conversaient de vacances et d'université. Sylvie portait ses meilleurs vêtements, mais elle se sentait quand même à sa place jusqu'à ce qu'elle se rappelle les mots de son fils. « Je n'ai pas besoin d'être comme eux, j'ai juste besoin d'être moi-même ». L'événement commença avec la directrice qui souhaitait la bienvenue. Ensuite, il y eut des présentations musicales, des reconnaissances académiques, des prix sportifs. Sylvie applaudissait poliment, mais son cœur battait plus fort à mesure que le moment du discours d'Antoine approchait. Finalement, la directrice annonça « Et maintenant, j'aimerais inviter sur scène l'un de nos nouveaux élèves, qui partagera quelques réflexions. Antoine Mendez. » Sylvie sentit son cœur bondir dans sa gorge. Elle vit son fils monter sur scène d'un pas mesuré. Il portait une chemise simple, mais propre, un pantalon qu'elle avait soigneusement repassé ce matin-là. Ce n'étaient pas des vêtements chers, mais ils étaient dignes. Antoine se tint devant le microphone. Un instant, il parut figé. Sylvie put voir la panique dans ses yeux alors qu'il regardait la mer de visage devant lui. Mais Antoine respira profondément et commença à parler. « Bon après-midi. Je m'appelle Antoine et il y a 6 mois, je ne savais pas si j'avais ma place ici. » Sa voix tremblait légèrement, mais il continua. « Je viens d'un endroit différent de beaucoup d'entre vous. Ma maman travaille dans le nettoyage. Nous vivons dans un petit appartement où parfois nous entendons les voisins se disputer à travers les murs. Avant de venir ici, j'allais dans une école où les livres étaient déchirés et les fenêtres ne fermaient pas bien en hiver. » Sylvie sentit les larmes monter. Certains parents dans l'auditorium se remuèrent mal à l'aise, mais Antoine ne s'arrêta pas. « Quand je suis arrivé ici, j'ai pensé que je devrais cacher cela. J'ai pensé que je devrais faire semblant d'être quelqu'un de différent. Mais ma maman m'a appris quelque chose d'important. L'origine ne définit pas le destin. L'effort, oui. » La voix d'Antoine devint plus ferme. « J'ai appris l'allemand avec ma grand-mère, non pas dans une école chère ou avec des professeurs certifiés. Je l'ai appris dans une petite cuisine, entre les casseroles et les souvenirs, parce qu'elle avait besoin de parler sa langue pour ne pas oublier qui elle était. Et j'avais besoin de l'écouter pour ne pas oublier que les choses les plus précieuses ne sont pas toujours emballées dans le luxe. » Certains parents commencèrent à prêter plus attention. Les élèves étaient complètement silencieux. Un jour, cette langue que j'ai apprise par amour m'a donné l'opportunité d'aider quelqu'un, et cette aide m'a ouvert des portes que je n'aurais jamais cru possibles, mais ce n'est pas la langue qui a vraiment compté. Ce fut l'attention, ce fut le dévouement, ce fut de ne pas avoir peur d'utiliser ce que j'avais, même si ce n'était pas parfait. Antoine fit une pause, cherchant les mots justes. Être ici m'a appris que le privilège n'est pas mauvais, avoir des ressources n'est pas mauvais, mais ignorer ceux qui n'en ont pas, supposer que seules certaines personnes méritent des opportunités, ça, c'est un problème. Sylvie vit quelques parents hocher la tête. « Je ne suis pas ici pour faire culpabiliser qui que ce soit, » continua Antoine. « Je suis ici pour vous rappeler que le talent existe partout, l'intelligence existe partout, le dévouement existe partout, mais l'opportunité non. » Sa voix était maintenant claire, forte, sans trace de peur. Alors à mes camarades qui viennent de familles comme la mienne, je dis, n'ayez pas honte. Utilisez votre histoire comme une force, pas comme une excuse. Travaillez 2 fois plus si nécessaire, mais n'acceptez jamais que vous méritez moins. Il regarda directement l'auditoire. Et à ceux qui ont plus, je demande, ne détournez pas le regard. Ne supposez pas que les personnes occupant des emplois humbles sont invisibles. Ma maman nettoie des bureaux, mais elle m'a aussi enseigné des valeurs qu'aucun argent ne peut acheter. La dignité ne vient pas avec un titre professionnel, elle vient de la façon dont nous traitons les autres. Le silence dans l'auditorium était absolu. Il y a 6 mois, un appel téléphonique a changé ma vie. Mais pas parce que j'ai répondu en allemand, ma vie a changé parce que quelqu'un a décidé de voir au-delà de l'évidence. Quelqu'un a décidé que le potentiel compte plus que l'apparence. Antoine respira profondément pour sa phrase finale. Vous avez tous le pouvoir d'être cette personne pour quelqu'un d'autre, de voir le talent là où d'autres voient des limitations, d'ouvrir des portes au lieu de construire des murs, car au final, on ne se souviendra pas de nous pour ce que nous avons eu, mais pour ce que nous avons partagé. Il fit une pause. Merci pour cette opportunité et merci, maman, de m'avoir appris que je mérite d'être ici. Antoine descendit de scène tandis que l'auditorium éclatait en applaudissements. Ce n'étaient pas des applaudissements polis, c'étaient des applaudissements sincères, enthousiastes. Certains parents se levèrent, puis d'autres, jusqu'à ce que tout l'auditorium soit debout. Sylvie pleurait ouvertement maintenant, sans se soucier de qui la voyait. Son fils, cet enfant qui avait emporté sur ses petites épaules, venait de parler avec une clarté et une maturité à couper le souffle. Quand Antoine descendit de scène, il marcha directement vers sa mère. Sylvie le serra fort dans ses bras, sentant son corps trembler d'adrénaline et de soulagement. « Tu as été incroyable », murmura-t-elle. «
Je suis si fier. Antoine s'accrocha à elle. Je n'aurais pas pu le faire sans toi. Ils restèrent enlacés tandis que l'événement se poursuivait autour d'eux. Deux personnes qui avaient lutté contre tout pour en arriver là. Après l'événement, plusieurs parents s'approchèrent de Sylvie et Antoine. Certains pour les féliciter, d'autres simplement pour leur serrer la main. Une femme élégante s'arrêta devant Sylvie. « Votre fils a un avenir brillant », dit-elle avec sincérité. « Et il est clair d'où vient cette force. » Sylvie sentit son visage rougir, mais cette fois non de honte, mais de fierté. « Merci », répondit-elle, la tête haute. Léa courut vers Antoine. « C'était le meilleur discours que j'ai jamais entendu », dit-elle, émue. « Tu as fait pleurer la moitié de l'auditorium. » Antoine rit nerveusement. « J'espère que ce furent de bonnes larmes. Les meilleures, » confirma-t-elle. Alors qu'il sortait de l'auditorium, Sylvie remarqua quelqu'un qui attendait près de l'entrée. C'était Marc Dubois. Il portait des vêtements décontractés, pas son costume habituel. Sylvie fut surprise de le voir là. « Monsieur Dubois », dit-elle en s'approchant, « je ne savais pas que vous viendriez. » Marc sourit. « Je n'aurais pas manqué ça, » répondit-il. « Après tout, j'ai une certaine responsabilité dans cette histoire. » Il se tourna vers Antoine. « Ce discours était exceptionnel, jeune homme. Tu as dit des vérités que beaucoup d'adultes n'osent pas dire. » Antoine baissa modestement le regard. « J'ai juste dit ce que je ressentais. » « C'est exactement ce qui l'a rendu puissant, » répondit Marc. Ils marchèrent ensemble vers le parking. Marc leur raconta qu'il avait suivi de près les progrès de tous deux. Les évaluations de Sylvie, les notes d'Antoine, tout avait dépassé les attentes. « Mais cela ne me surprend pas, » ajouta-t-il. « Vous avez toujours eu ce qu'il fallait. Vous aviez juste besoin de l'opportunité de le prouver. » Sylvie sentit quelque chose se briser en elle, mais dans le bon sens, comme quand un barrage qui a retenu de l'eau trop longtemps s'ouvre enfin. « Merci, » dit-elle d'une voix tremblante, « de nous avoir vus quand nous étions invisibles. » Marc secoua la tête. « Vous n'avez jamais été invisible, Sylvie. Vous étiez juste dans un système qui ne savait pas regarder. C'est ce système qui doit changer, n'est-ce pas ?» Ils se saluèrent d'une poignée de main. Mais avant de partir, Marc se retourna une dernière fois. « Au fait, dit-il, nous mettons en œuvre un programme de bourse dans l'entreprise pour les enfants d'employés qui démontre une excellence académique. » Antoine en a été l'inspiration. Sylvie sentit les larmes revenir. « Vraiment, 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 » confirma Marc. « Parfois, une histoire a le pouvoir de changer plus qu'une vie. Elle peut changer toute une culture. » Quand il partit, Sylvie et Antoine restèrent immobiles sur le parking, assimilant tout ce qui s'était passé. « Maman, » dit Antoine après un instant, « tu te souviens quand tu m'as demandé si j'avais bien fait ?» Sylvie hocha la tête. « Le jour où tu as répondu au téléphone. » Antoine sourit. « Maintenant je sais la réponse. Je n'ai pas bien fait juste en répondant. J'ai bien fait parce que je n'ai pas eu peur d'être qui je suis. » Sylvie le serra encore une fois dans ses bras. C'est la leçon la plus importante de toutes. Les mois suivants apportèrent d'autres changements. Antoine continua de se distinguer à l'école, non seulement en allemand, mais dans toutes les matières. Il devint tuteur bénévole pour les élèves ayant des difficultés avec les langues. Sa patience et son empathie le rendaient exceptionnel dans ce rôle. Sylvie, de son côté, fut promue chef d'équipe. C'était un poste modeste, mais significatif. Elle avait maintenant son propre petit bureau, sa propre équipe, et traitait chaque membre avec le respect qu'elle-même avait tant souhaité pendant des années. Nathalie plaisantait en disant que c'était la patronne la plus gentille qu'elle ait jamais eue. Sylvie répondait que la gentillesse ne signifiait pas la faiblesse. Cela signifiait de se souvenir d'où l'on venait. Un an après le jour où tout avait changé, l'entreprise organisa un événement annuel pour les employés. C'était la première fois que Sylvie assistait à quelque chose comme ça. Marc monta sur scène pour prononcer un discours sur les réalisations de l'année. « Et je veux reconnaître quelque chose de spécial », dit-il en regardant l'assistance. « Il y a un an, nous avons failli perdre un contrat crucial, non pas par manque de capacité, mais par manque de vision. Une situation inattendue nous a montré que le talent et la valeur existent dans des endroits où nous ne regardions pas. » Sylvie sentit tous les regards se tourner vers elle. « Depuis, nous avons mis en œuvre des changements importants, des programmes de développement pour tous les employés, quelle que soit leur position, des bourses pour les familles, une formation linguistique et surtout une culture qui valorise chaque personne, pas seulement celles qui sont dans les bureaux d'en haut. » Les applaudissements remplirent la salle. Je tiens à remercier tout particulièrement Sylvie Mendez et son fils Antoine pour nous avoir rappelé que l'excellence n'a pas de pédigree. Elle a juste besoin d'opportunités. Sylvie sentit des larmes monter aux yeux, mais cette fois, elle ne les retint pas. Elle les laissa couler librement tandis que toute la salle applaudissait. Ce soir-là, de retour à la maison, Antoine et Sylvie dînèrent ensemble comme toujours, mais la conversation était différente. Ils ne parlaient plus de survivre, ils parlaient de rêver. « Tu sais ce que je veux faire quand je serai grand ?» demanda Antoine. Sylvie sourit. « Quoi ? Je veux créer des programmes linguistiques pour les communautés qui n'y ont pas accès, »
dit-il. Je veux que d'autres enfants comme moi puissent apprendre. Non pas parce que leurs parents peuvent payer, mais parce qu'ils en ont le désir. Sylvie sentit son cœur s'épanouir. Ta grand-mère serait si fière. Antoine hocha la tête. Et toi, maman, qu'est-ce que tu veux faire? Sylvie réfléchit un instant. Je veux rester où je suis, répondit-elle. Mais je veux m'assurer que personne dans mon équipe ne se sente invisible. Je veux être pour les autres ce que Marc a été pour nous. C'est un bel objectif, dit Antoine. Ils restèrent silencieux un instant, savourant la simplicité d'être ensemble. Tu sais ce qui est le plus fou dans tout ça? Dit Sylvie finalement. Quoi? Que tout a commencé par quelque chose d'aussi simple qu'un appel téléphonique, un moment qui aurait pu passer inaperçu a tout changé. Antoine réfléchit à cela. Ce n'était pas seulement l'appel, maman, c'était tout ce qui est venu avant. Les nuits où tu as travaillé, les fois où tu t'es sacrifié pour que j'aie des fournitures scolaires, les après-midi avec grand-mère. Tout cela m'a préparé pour ce moment. Sylvie sentit de nouveau les larmes. Parfois nous ne savons pas que nous nous préparons à quelque chose de grand. C'est peu être ça le but, répondit Antoine. Nous devons toujours être prêts, car nous ne savons jamais quand notre opportunité se présentera. 2 ans plus tard, Antoine obtint son diplôme de lycée avec mention. Sylvie était au premier rang, pleurant de fierté. Marc assista également à la cérémonie avec plusieurs collègues de l'entreprise qui avaient suivi l'histoire. Quand Antoine reçut son diplôme, les applaudissements furent assourdissants. Mais au-delà de la reconnaissance académique, ce qui importait vraiment, c'était le chemin qu'il avait parcouru pour en arriver là. Dans son discours de remise des diplômes, Antoine parla de nouveau des opportunités, de voir au-delà des apparences, du pouvoir d'une personne qui décide de faire la différence. Nous avons tous un appel à répondre, dit-il. Pas nécessairement en allemand, pas nécessairement dans un bureau, mais nous avons tous ce moment où nous pouvons choisir entre rester silencieux ou parler, entre nous cacher ou nous montrer, entre accepter que le monde est injuste ou travailler pour le changer. Ces mots résonnèrent dans l'auditorium rempli de diplômés et de familles. J'ai choisi de parler, continua-t-il. Ma maman a choisi de continuer à se battre alors qu'il aurait été plus facile d'abandonner, et quelqu'un d'autre a choisi de voir notre valeur quand personne d'autre ne le faisait. Ces choix ont changé nos vies. Il regarda directement l'auditoire. Qu'allez-vous choisir? Les applaudissements qui suivirent furent tonitruants. Des années plus tard, Antoine tiendrait sa promesse. Il créa une fondation d'enseignement des langues pour les communautés défavorisées. Sylvie continua dans l'entreprise, devenant finalement responsable des opérations, et Marc étendit ses programmes d'opportunités à d'autres entreprises. Mais le plus important n'était pas les titres ou les réalisations, c'était le changement silencieux qui s'était produit dans des centaines de vies. Les personnes qui furent vues alors qu'elles étaient invisibles, les talents qui furent reconnus alors qu'ils étaient ignorés, les portes qui s'ouvrirent alors qu'elles étaient fermées, parce qu'au final, ce n'était pas seulement l'histoire d'un enfant qui a répondu au téléphone. C'était l'histoire de ce qui se passe quand quelqu'un décide de regarder au-delà de l'évidence, quand quelqu'un choisit la dignité plutôt que l'indifférence, quand quelqu'un comprend que la valeur humaine ne se mesure pas par le poste ou le compte bancaire, mais par le cœur et l'effort. Sylvie et Antoine n'oublièrent jamais d'où ils venaient, mais ils ne laissèrent pas non plus cela définir jusqu'où ils pouvaient aller. Et quelque part, dans un lieu au-delà du temps, grand-mère Élise souriait parce que les mots qu'elle avait enseignés à son petit-fils dans cette petite cuisine n'avaient pas seulement préservé une langue, ils avaient préservé une connexion, une mémoire, un héritage qui finirait par changer des vies. Parfois les plus grandes choses commencent par les plus petits gestes. Une grand-mère enseignant des mots, une mère travaillant en silence, un enfant répondant au téléphone, et un homme décidant de voir. C'est tout ce qu'il faut pour changer une vie ou peut être pour changer le monde.